Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers parents, bonjour également à vous qui avez obtenu votre baccalauréat ce matin. Vous l'aurez compris, c'est à cette tranche, ou plutôt à ces acteurs que nous nous adressons particulièrement aujourd'hui dans Sans Tabou parce que, vous le savez, nos amis qui ont eu le bac cette année réfléchissent déjà à cette filière qu'ils vont embrasser, évidemment pour leur cursus universitaire. Et dans ce choix, beaucoup le font de façon, je vais dire, désinvolte. Peut-être parce qu'on a eu une meilleure note dans telle matière, ou peut-être parce qu'on a toujours voulu être pilote, médecin, et tout ce que vous savez là. Ou peut-être encore que les parents veulent voir leur enfant devenir, que sais-je, président de la République. Bon, je ne sais pas quelle filière il faut faire pour devenir président de la République, mais de toutes les façons, en matière de choix universitaire, c'est un casse-tête pour nombre d'apprenants. Certains perdent même toute une année parce qu'ils ne savent simplement pas quoi faire. Si vous êtes dans ce cas aujourd'hui, alors bonne nouvelle, nous avons convié sur ce plateau que des sachants pour vous orienter, vous dire comment faire ce choix, les étapes à franchir pour être sûr de faire un très bon choix et s'assurer des débouchés de ce choix de vie et de profession. Et voici donc mes invités que je vous présente. Premier invité, je vais vous présenter Monsieur Bomé Agbaba. Vous le connaissez certainement puisqu'il est habitué de nos plateaux. Il est enseignant d'économie et conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Monsieur Agbaba, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien ce matin? Je vais super bien. Heureuse de vous retrouver encore. Moi de même. Voilà. Nous avons Monsieur Dodji Abalo qui lui est consultant en orientation scolaire et professionnelle. Bonjour Monsieur Abalo. Bonjour. Vous allez bien aussi? Je vais très bien. C'est la première fois? Effectivement. D'accord. Bonne arrivée donc. Merci beaucoup. Vous allez vous y plaire. D'accord. Et je vous rassure que vous reviendrez. Peut-être plus forcément dans l'orientation professionnelle, mais vous allez revenir. Aurore de Souyovo qui, elle, est consultante en entrepreneuriat et en développement. Bonjour. Bonjour madame. Ça fait un bail aussi. Hein. Vraiment. Ah, ben c'est les retrouvailles ce matin. Et enfin, nous avons une bachelière. Donc, elle a apparemment choisi déjà sa filière. Bon, peut-être ce que nous allons dire aujourd'hui va la réorienter autrement. Bonjour Monia Adibocha. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Alors, bonne arrivée à vous tous. Le thème, je vous le présente, orientation universitaire. Quelle étude après le bac? Ça semble facile. Mais je vous l'avoue, c'est toujours pas facile. Alors, c'est avec Monia que nous allons démarrer les échanges ce matin, puisque elle est dans le cas. Et c'est justement à cet effet qu'elle est sur ce plateau ce matin. Monia, raconte-nous déjà l'obtention du bac et ce qui a suivi. Bon, et dès que j'ai eu le bac, bon, la première intention c'était la joie. Bon, on est toujours content. Toujours, oui. Oui, bon. Comme si c'était la fin du monde. Hein. Oui, oui. Je me rappelle le mien. Oh, c'est toi qui as l'honneur à dire. Bon, et après, bon, j'ai décidé de faire la filière et la science des éducations. Après, je vais suivre aussi quelques formations en stylisme. Formation en quoi? Stylisme. Stylisme. Oui. D'accord. Alors, la filière de l'éducation, tu as dit. Oui. Pourquoi précisément cette filière? Qu'est-ce qui t'a plu dedans? Qui t'a conseillé? Bon, et c'est l'oncle de ma mère, un professeur d'université qui m'a conseillé dans cette filière. Tu as eu quel bac? Le bac B. Bac B. Oui. Bon, il paraît que c'est plus l'économie votre affaire. Oui, oui. Maintenant, quand vous faites l'enseignement, c'est ça, l'éducation, pardon, Oui. ça coïncide avec le bac? Oui, Il y a un parallèle dedans? Oui. D'accord. Donc, au fini, c'est pour devenir quoi? Bon, d'après mes recherches, après cette formation, bon, on a les conseillers en formation politique, les ressources humaines, etc. Bon, plusieurs choses, quoi. D'accord. Et ça se fait où, cette formation-là? À l'université. Ah bon, mais quelle ville là? Oui, oui. Ah, donc c'est l'université publique. Oui. D'accord, je vais revenir à toi tout à l'heure. Voilà déjà une qui a une idée précise de ce qu'elle veut faire. Bon, elle a été orientée, mais déjà comprenons le concept même de l'orientation. On va démarrer avec vous, puisque vous êtes spécialiste de la chose, Monsieur Agbaba. Quand on parle d'orientation universitaire, ce concept regroupe concrètement quoi? Quel en est le contenu?
Merci beaucoup, madame. Et avant de venir au concept, je voudrais saluer nos téléspectateurs, ceux qui prennent du plaisir à nous suivre. Et féliciter tous ceux qui ont eu le bac cette année. Et leur dire bravo. Bravo, vous avez le bac, c'est une très bonne chose. Et ça me vient à l'esprit, cet article-là que j'ai rédigé, que je rédige au lendemain de chaque résultat du bac. Le bac est après. On devient quoi? Vous imaginez, hein, le bac donne l'euphorie dans les maisons. Mais ils sont nombreux ceux-là qui ont le bac et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après. Ils sont nombreux ces parents-là et qui pleurent après le bac. Parce qu'on a longtemps couru pour quelque chose, on obtient la chose, mais on se demande mais pourquoi je l'ai obtenu. Ça va devenir quoi? Il y a plein de personnes qui ont le bac et qui aujourd'hui sont à la maison, ils ne font rien avec ce bac-là, c'est devenu inutile. Et donc il est important, et c'est pourquoi je salue ce plateau-là qui fait la lumière sur l'orientation scolaire et professionnelle. L'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Parce que l'orientation, lorsqu'elle est scolaire, universitaire et qu'elle n'est pas professionnelle, elle n'a pas de sens. Et le concept d'orientation scolaire est vu comme le parcours qu'on indique à quelqu'un pour passer des études pour l'emploi. Et c'est pourquoi je dis que ça doit être scolaire et professionnel. Le parcours qu'on indique à quelqu'un, le cheminement que doivent suivre les études de l'intéressé. Je suis au CI, quel est le parcours que je dois suivre du CI jusqu'à réaliser mon rêve. Et ce rêve doit correspondre à mon profil, à ce que moi-même je veux pour moi. Et lorsque le lien là est fait, on dit qu'on a orienté quelqu'un. Donc on lui a indiqué le chemin que doit prendre ses études des cours primaires, passant par les cours secondaires. On peut s'arrêter au cours secondaire et aller vers une formation professionnelle. Ça dépend du parcours qu'on a indiqué en regardant le profil de la personne et en s'inspirant du marché de l'emploi, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. D'accord. Merci. Donc l'orientation doit être scolaire, universitaire pour quelqu'un qui va à l'université et professionnel. D'accord. Monsieur Aboualo, est-ce que toujours sur ce plan exactement, est-ce que c'est toujours professionnel ce qu'on voit là? C'est plus scolaire que professionnel. On parle très peu, on pense très peu au débouché. Oh, je ne dirais pas cela. Je dirais plutôt que l'ensemble des acteurs en présence sur ce domaine essaient de faire ce qu'ils peuvent en fonction des outils qu'ils ont. Je n'aurais pas dit mieux par rapport à la définition même de l'orientation parce que c'est un processus et c'est important de le comprendre comme un début pour une finalité. Et c'est en fonction de la finalité donc qu'on essaie de voir comment est-ce que le processus peut être construit. C'est vrai que votre question soulève un aspect. Beaucoup se focalisent sur le choix de filière pour comprendre la question de l'orientation. Un peu comme si on disait qu'il fallait se focaliser sur le design ou sur l'architecture d'une maison pour bâtir un couple ou pour vivre une vie de famille. Un peu comme si les murs remplaceraient la vie dans la maison. Un peu comme si le nombre de chambres va créer plus de joie ou moins de joie. Donc, c'est intéressant parce que ce n'est pas le point, ce n'est qu'un aspect de la chose. Connaître la filière, d'accord, on connaît la filière en fonction du métier que l'on veut faire. Et vous avez posé la question à juste titre tout à l'heure. Et c'est comme cela que l'on design donc le parcours pour dire, ben, tiens, c'est mieux que je passe par cette filière-là, que j'ajoute tel type de formation, que je me concentre sur tel type de compétences pour pouvoir avoir tel débouché pour plus tard. Mais en matière d'orientation, quand on commence peut-être notre cursus, on pense très peu, surtout quand on est au second cycle, on pense très peu d'abord à la filière embrassée, en tout cas nombre de personnes. L'essentiel, c'est d'abord obtenir le bac. Maintenant, après le bac, on réfléchira à ce qu'il faut faire. Absolument. Et ça, c'est le style de communication que nous, en tout cas, nous, on a reçu. J'imagine que vous aussi, l'ensemble des invités sur le plateau aussi ont reçu. Le corps enseignant, les parents ne pensent pas à mal. Le bac est si important que l'on dit focus rien que là-dessus, oublie tout pourvu que tu l'aies. Nous, on se charge du reste. Sauf que nous, on se charge du reste. Après, n'arrive plus de façon automatique parce qu'il manque de l'information, il manque de la planification, il manque parfois des ressources aussi en fonction des ambitions qui n'avaient pas été explorées tôt. Et on se découvre avec un jeune, une jeune, avoir des ambitions et que peut-être en tant que parent, on ne peut pas accompagner, on est frustré ou on n'a pas communiqué suffisamment. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des charges et du coup,
bon, on est obligé de voir ce qu'on peut faire. Et là, c'est parce que on se focalise pour ceux qui ont eu le bac, mais l'orientation ne concerne pas que ceux qui ont eu le bac. L'orientation scolaire, puisqu'on a parlé de scolaire d'abord, avant universitaire et ensuite professionnel. Donc vous voyez que ça rentre dans le champ même du parcours scolaire. Donc si vous attendez d'avoir le bac avant de commencer à réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire avec le diplôme ou qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est un peu tard. Je dis ça comme ça, un doux euphémisme, c'est un peu tard. D'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu pour ne pas qu'on change d'avis après, qu'on le fait tardivement? Je vais poser cette question à M. Aguaba. Est-ce que c'est pas un peu la raison? Parce qu'on peut changer d'avis. Aujourd'hui, j'ai envie d'être styliste comme Monia. Demain, non, je veux être médecin. Mais après, demain, mais non, je vais être journaliste. Parce qu'on n'est pas précis dans ses choix. C'est bien ça. C'est parce que cette précision-là n'existe vraiment pas qu'on est ambigu dans le choix. On fait un choix aujourd'hui, on le renonce et on pense à autre chose après. Et c'est parce que quand on veut choisir, on ne prend pas en compte les paramètres du choix. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Et le premier facteur, c'est la passion de l'intéressé. La personne veut faire quoi? Maintenant, au-delà de ma passion, est-ce que ma passion peut être vendue? Est-ce que ça peut être monétisé? Mais est-ce que je vais étudier pour vraiment devenir riche ou bien je veux réaliser ma passion? Vous voyez? Donc, ça peut, par exemple, amener un parent d'élève à analyser la situation du travail. Aujourd'hui, nous parlons de tel métier, mais est-ce qu'il va rester encore dans 10 ans? Vous voyez? Donc, c'est un peu ce qu'on fait lorsque nous voulons créer les filières dans l'enseignement. J'ai eu l'honneur d'assister une fois à la relecture des curricula de formation de l'enseignement technique et professionnel. Et quand on veut faire la relecture des curricula, on invite les experts métiers pour leur demander quels sont les métiers dont nous aurons besoin dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est comme ça l'État fonctionne. Et c'est comme ça que chaque parent devrait fonctionner, c'est comme ça que chaque apprenant devrait fonctionner pour dire j'étudie aujourd'hui pour les emplois d'aujourd'hui ou bien j'étudie pour les emplois de demain. Et les meilleures études, on ne doit pas étudier pour les emplois d'aujourd'hui, mais pour les emplois de demain. Donc quand je vais choisir ma filière aujourd'hui, je dois me demander, mais est-ce que cette filière va rester encore? J'analyse la situation du travail, je suis convaincu que oui, la formation que je fais aujourd'hui, elle va rester pour toujours et dès que je finis, j'aurai de l'emploi sur le terrain. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de jeunes vont se faire former pour certains emplois. Ils finissent les études, ils ont le diplôme et ils se rendent compte que les emplois n'existent plus. Il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui qui sont désuets du faute de la technologie. On n'en parle plus et beaucoup de choses ont disparu. Et donc, quand vous avez ce diplôme et que vous ne vous conformez pas à la technologie et à l'ère à laquelle nous sommes à l'ère de l'information, et que vous n'êtes pas dans cette ère-là, vous allez étudier, vous allez insulter l'État, vous allez insulter vos parents, vous allez vous prendre pour quelqu'un qui n'a pas eu un bon sort et alors que vous avez mal commencé. Et c'est pourquoi l'orientation ne devrait pas commencer par la terminale quand on a le bac. La meilleure orientation commence dès que l'enfant a son CEP. Mais qui le fait? Celui qui le fait normalement, c'est là que vous posez la bonne question, c'est le rôle de l'État d'abord. Parce que nous, les citoyens, nous avons donné les moyens à travers les impôts et taxes que nous payons pour que l'État puisse mettre en place tout le système, le dispositif qu'il faut pour que l'apprenant qui entre à l'école, on puisse lui donner toutes les ressources pour qu'il réussisse. Première chose. La deuxième chose, lorsque l'État ne le fait pas, un parent conscient devrait chercher les informations nécessaires pour dire mais j'envoie mon enfant à l'école, pourquoi? Vous imaginez, moi je me souviens quand il était encore dans les classes inférieures, au cours primaire, on nous disait on va à l'école pour préparer son avenir. Mais on peut se demander aujourd'hui, mais est-ce que nous allons à l'école pour préparer notre avenir ou bien nous allons à l'école pour préparer notre échec? Et donc le parent qui est conscient de ça, il va chercher les informations nécessaires pour dire ben attention, mon enfant est en train d'avoir le CEP, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Qu'est-ce que vous lui proposez? Parce que vous avez la lumière sur certaines choses que nous n'avons pas. Mais les parents ne le font pas souvent. Moi, je me souviens quand j'ai eu mon BPC, j'étais tenté d'aller faire une série, mais papa m'a dit non, je ne veux pas que tu fasses ça. Et très souvent, quand vous finissez comme ça, c'est le directeur avec ses assistants qui se réunissent pour mettre sur votre bulletin, il passe en seconde AB. Il passe en seconde D. Oui. Mais est-ce que c'est ce qu'il lui faut? C'est pas ce qu'il lui faut ça. Et moi, je me souviens quand j'ai fini, j'ai scellé en français, en histoire, géographie, en anglais. Vous imaginez, on m'a dit je dois faire la AB. J'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Et heureusement, mon papa, qui voulait voir réussir ses enfants, il a écouté le concours d'entrée à l'école, le concours d'entrée au lycée technique Koulibaly. Il m'appelle, il dit tu es intéressé? J'ai dit oui, je suis intéressé, je vais devenir comptable aussi. Et c'est là que le métier qu'on a choisi aujourd'hui pendant qu'on est sur le banc, ça peut changer après. Parce qu'il faut le savoir, hein, les enfants ne sont pas aussi conscients que ça pour déjà savoir ce de quoi ils seront faits demain. Et il faut le découvrir progressivement. Exactement. Et c'est les parents qui découvrent ça. Lorsqu'ils sont contents de leurs enfants, lorsqu'on les met dans certaines activités, on voit leurs habiletés, et on se dit, mon enfant, il est à même de faire telle chose. Et moi, quand j'ai commencé la série G2 à Koulibaly, j'ai fait le parcours qu'il faut. Il s'est arrivé en terminale, j'ai découvert la passion de l'enseignement et de la formation. J'ai trouvé que je serais très bon quand
je serais dans une situation où j'amène les gens à acquérir le savoir, dispenser le savoir. C'est là que j'ai découvert mes compétences, je me suis donné et ça a marché. C'est pas le cas pour beaucoup de gens. Oui. Ils n'ont souvent pas des gens pour les orienter, ils n'ont pas les ressources nécessaires et on peut avoir vraiment telle chose en vue, mais compte tenu des moyens qui ne sont pas là, on réussit. Pour résumer, pour dire, lorsqu'on parle d'orientation scolaire professionnelle, il faut des objectifs. J'étudie pour tel objectif, je veux devenir telle chose. Maintenant, pour devenir telle chose-là, quels sont les moyens qu'il faut avoir? Les ressources matérielles, les ressources organisationnelles, les ressources financières. Et c'est depuis que l'enfant a dit ça que son parent s'organise pour dire « Mon enfant a dit qu'il veut devenir pilote, mais je le mets en B. » J'ai été déçu la fois dernière quand j'ai échangé avec quelqu'un qui me dit qu'il veut devenir architecte alors qu'il a un bac à B. J'ai dit, c'est impossible. Il y a beaucoup, il m'appelle aujourd'hui pour dire, mon enfant va faire Koulibaly. Mais il a un BPC moderne long. J'ai dit, mais ce BPC ne peut pas venir au lycée. Le rêve de beaucoup de parents aujourd'hui, c'est de voir leurs enfants faire l'enseignement technique et professionnel. Mais ils n'ont pas les profils de base. Mais malheureusement, ils n'ont pas les profils de base. Les gens vont dans les séries parce que je veux ce qui est facile. Je ne veux pas les mathématiques, je ne veux pas les PCT. Et ils finissent maintenant, ils montrent leur passion, on leur dit, pas de passion comme ça si vous n'avez pas d'aptitude en mathématiques et en PCT. Et voilà les rêves de beaucoup de gens qui sont détruits. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens dans la société aujourd'hui qui font des métiers pour lesquels ils ne sont pas à l'aise. Ils ont été forcés. Et quand nous allons forcer des gens comme ça à avoir un métier, c'est les organisations qui souffrent. Ça devient en fait, quand vous avez des gens les factures. Très bien. Ça entraîne toutes les factures sociales que nous avons, des gens qui travaillent pour un métier mais qui ne sont pas contents. Et quand c'est comme ça, même si on vous paye le grand salaire, vous ne serez pas satisfait. Mais quand vous avez travaillé pour votre passion, vous rêvez d'un métier et vous finissez par l'accomplir, même si on vous donne 100 000 francs le mois, vous êtes satisfait. Moi, je ne gagne pas grand-chose dans l'enseignement, mais quand j'ai les retours des apprenants, quand je me mets en situation de travail, en situation d'enseignement, j'ai pas cette passion-là de dire, ben, je réalise ce que je veux là. Et il y a des retours qui viennent, des gens vous appellent pour dire, monsieur, vraiment, vraiment, il y a une satisfaction intérieure qu'on reçoit. Et quand vous faites quelque chose dont et vous n'avez pas cette satisfaction intérieure-là, vous n'êtes pas à l'aise. D'accord. Madame de Suyevo, monsieur Baumel a dit tout à l'heure, les enfants ne sont pas toujours à même d'apprécier les métiers d'avenir. Est-ce qu'il faut forcément alors les associer pour ce qui concerne leur avenir en matière d'orientation? Oui, en fait, il faut associer l'enfant déjà parce que plus les années passent, on découvre plutôt des jeunes qui réfléchissent un peu mieux, des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Et il faut plutôt maintenant les orienter à développer, à s'exprimer. Parce que quand on regarde l'orientation au fil des ans, c'est l'exprimation de l'être humain, finalement. Parce qu'après les diplômes, il faut s'exprimer. Et si quelqu'un n'a pas appris à s'exprimer et il a appris seulement à faire des diplômes, il lui sera difficile de même offrir ce diplôme sur le terrain. Parce que sur le terrain, sur le marché du travail, les gens veulent le diplôme. Il y a des gens, tu rencontres, ils ont le master, mais ils n'arrivent même pas à valoriser ce master qu'ils ont. Et puis quand on les voit, ils à mettre en application ce qu'on leur a appris. Oui, parce que c'est juste qu'il faut passer les diplômes. Si fiers de ce qu'ils ont fait comme cursus. Et puis ils n'arrivent pas à défendre ça. Parce qu'il y a les deux côtés. Il y a aujourd'hui, par exemple, c'est bizarre, il y a un jeune qui a été embauché dans une structure grande de la place, mais juste à cause d'une passion qu'il a ajoutée à un diplôme qu'il n'a même pas réussi à avoir, parce qu'il avait une passion pour le roll-up. Et il a su développer ça. Et à cause de ça, un grand hôtel de la place l'a appelé aujourd'hui et il gagne un gros salaire. C'est pour dire aujourd'hui, il y a l'innovation qui doit accompagner les diplômes. Le diplôme, après les études, c'est une bonne chose. Parce qu'après, à quelque chose près, les gens réclament des diplômes et ils évincent certaines personnes de la place. Donc, au départ, ce que je veux dire, c'est qu'après le bac, il faudrait s'asseoir pour se demander qu'est-ce que je veux que ma vie soit dans 100 ans. Je sais pas. Aussi longtemps que possible. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire de moi-même? Quand on commence pas à réfléchir comme ça, on donne libre cours déjà à toute une palette de choses. Je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Et de pouvoir dire oui, tout ce que je veux là, c'est possible. Quelles sont les filières? Parce que le bac, je dis, c'est une opportunité pour apprendre autant de choses qu'on veut au fait. On peut s'inscrire dans autant de filières qu'on veut quand on a le bac. Et puis on peut continuer les études autant de fois qu'on veut aussi, que ce soit en ligne ou que ce soit dans une université. Donc, le bac, c'est une opportunité de s'inscrire dans des écoles. Maintenant, regardez toutes les palettes de passions qu'on a et commencez maintenant par voir, OK, quels sont les moyens, parce que les parents, généralement, évidemment, n'ont pas les moyens pour satisfaire les passions de leurs enfants, en fait. Oui. Ils ont les moyens, mais bon, je te mets à l'école, je finance pour 2 ans, 3 ans, plus 4 ans, j'ai fini avec toi et puis je récupère
ton frère ou ta soeur, ou soit toi, tu finis et tu gardes le reste. C'est le programme des parents, ça. Donc, quand on sait déjà que les parents, bon, ils ne sont pas là pour toutes mes passions, ok, moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre quand même cette passion-là? Parce que même si le parent ne m'accompagne pas, il faut que je m'accompagne moi-même. C'est un peu ce que je vois de la vie. Il faut que j'arrive à donner le meilleur de moi-même. Il y a des gens qui ont des métiers à côté, par exemple, pour subvenir et pour pouvoir faire leurs études. J'ai vu un gars qui a fait l'IA, mais ses parents ne l'ont pas supporté, mais il a réussi ce diplôme-là. C'est pour s'engager soi-même à faire ce qu'on pense bien, pour démontrer quand même qu'on a de la base. Maintenant, quand on est poussé à faire une formation dans laquelle on ne se retrouve pas soi-même, ça fait du gâchis à la fin. Parce que bon, on a fait ça. Pourquoi on l'a fait? Juste pour plaire à qui ou à quoi? Les difficultés de la filière ne sont pas vraiment faciles. Parce que étudier, c'est pas donné à tout le monde de se mettre à étudier. Donc, on s'est dit, c'est comme j'ai eu le bac, je me suis inscrit en CBG. Bon, c'était joli à la base, mais après, je me suis dit, mais là, je comprends rien. Et je suis sortie rapidement. C'est la chimie qui va même te décourager. Dans cette filière-là, si tu n'étais pas bon. Voilà, donc, c'est comme moi, je donne la formation de la couture à beaucoup de personnes. J'avais appris ça auprès de ma mère. Mais quand je voulais exprimer ça, les parents ne voulaient pas trop parce que tu es allée à l'école, c'est pas pour devenir couturière comme ta maman qui n'a pas été trop à l'école. Donc il y a eu ce déphasage et ce combat-là. Et il fallait que je complète ce que j'ai reçu à la maison sur le tas avec la maman. Parce que personne ne voulait financer cette formation-là, en tout cas à l'époque, dans ma maison. Mais aujourd'hui, quand je forme les gens, les parents sont là, ils voient et disent, ah ouais, c'est là aujourd'hui, bon, chacun essaie d'être un peu fier de ce qu'ils ont pu passer la main, mais ça n'a pas été facile. Ouais. Donc, il faut identifier tous ceux-là qui, déjà dans la filière de base, ont réussi dans telle ou telle chose et échanger aussi avec eux. Parce que le partage d'expérience aide beaucoup. Et ça permet d'être épaulé par quelqu'un supérieur ou quelqu'un quelque part qui t'encourage quand même à aller de l'avant dans ce qu'on a envie de faire. D'accord. Alors, Monia, est-ce que tu as toujours voulu faire cette filière que tu comptes embrasser dès la prochaine rentrée? Non. Au départ, c'était quoi comme idée? Au départ, je voulais faire le stylisme comme je l'avais dit avant. Bon, on m'a dit que je dois faire une filière à l'université. Donc, on m'a orienté sur cette filière-là. C'est pour ça. Donc, si ça ne tenait qu'à toi, au fait, toi, tu es styliste et puis on n'en parle plus, quoi. Ouais. D'accord. Mais tu rajoutes l'éducation. Oui. Stylisme, là, c'était depuis le cours primaire, depuis le secondaire, le second cycle, c'était depuis quand? Bon, depuis le second cycle. Depuis le second cycle. Oui. Qu'est-ce qui a animé cette envie en toi? Je viens. Oui. Bon, quand j'étais petite, des fois, j'allais voir ma tante. Comme elle est couturière, je l'aidais un peu. Donc, c'est là que l'habitude m'est venue, quoi. D'accord. Tu sais déjà coudre? Oui, un peu. Un peu. D'accord. Mais déjà, oui. Je vous sens intéressée. Je vais ajouter quelque chose. Oui. Déjà, après le BPC, elle devrait aller au lycée. Parce qu'il y a la filière là désormais au lycée. On fait MMV. Et tu fais le cursus d'été en mode, effectivement. Donc, il y a, beaucoup ne sont pas aussi au courant des choses qui sont faites au lycée. Parce que déjà, à la seconde, en seconde, on peut déjà faire cette filière et avoir, parce que les parents, quel est le souci? C'est qu'il faut que tu aies un diplôme étatique pour continuer après. C'est vrai, aujourd'hui, c'est une filière que les gens recherchent. Parce qu'après le MMV du lycée, après le diplôme d'été du lycée, on peut continuer à être expert dans ça. Parce que c'est un peu le déphasage que les parents ne veulent pas souvent financer. Donc, c'est pour dire qu'il faudra qu'ils comprennent déjà pour pouvoir financer. Voilà, je me rappelle quand moi j'avais mon bac, mon père voulait que je fasse coûte que coûte l'anglais. Parce que j'avais une très bonne note en anglais. Je dis, moi, mon affaire, c'est le journalisme. Il dit, journalisme après. Il y a des journalistes qui parlent anglais, mais fais d'abord l'anglais. Voilà. Donc, bon, le reste, là, je vous épargne de ça. Mais il y a aussi les moyens financiers. Il y a aussi les moyens financiers qui doivent accompagner. Si le parent n'a pas l'argent de votre filière, c'est là où les problèmes commencent. Donc, voilà un peu. Alors, Monsieur Abalo, comment maintenant définir son projet professionnel? Parce que tout part de là, en réalité. Moi, j'aime aller sur les cas un peu vivants. Ça permet de voir les choses de manière beaucoup plus réaliste. Si je prends votre cas... en tout cas, nous, dans notre méthodologie, premièrement,
on s'assurerait du choix que vous avez fait ou que vous semblez avoir fait. Sciences de l'éducation, d'accord. Mais c'est une information que vous avez reçue d'un parent qui donc vous a influencé, mais ce n'était pas la seule base. Vous avez fait bien avant, et ça c'est super, la découverte métier. Vous avez vécu ça, vous avez aimé. Pourquoi on doit vérifier? Parce que vous n'avez pas, enfin, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas découvertes. Peut-être que si vous aviez fait du deltaplane, vous auriez voulu avoir votre petit aéronef et faire du deltaplane. Peut-être que si vous aviez travaillé avec des services de sécurité, peut-être que vous voudriez garde du corps, je ne sais pas. Donc, c'est intéressant pour nous d'interroger cette motivation-là, de la challenger pour voir s'il n'y a pas autre chose, en vous faisant découvrir d'autres choses aussi. Parce que l'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas assez de découverte métier. Dans le processus éducatif, année en année, on fait cycle école, maison, école, maison, école, maison. Il n'y a pas assez d'activités permettant d'aller voir autre chose, de découvrir, de sortir, de se poser des questions, de rentrer un peu, de construire sa vie. Or, c'est tout ça qui nous permet d'avoir des informations qui feront que quand on nous demandera notre avis pour décider, on aura une opinion et on ne se dira pas juste, bon, ce qu'ils veulent, je vais faire, puisque je leur fais confiance. S'ils disent, c'est que ça doit être bon. Donc, première chose, on va challenger ça, on va vérifier. Deuxième chose, on va essayer de voir avec vous quelles sont vos influences. J'imagine que papa a un avis, j'imagine que maman a un avis, j'imagine que vous avez une meilleure amie ou des meilleurs amis qui ont aussi des avis. Parce que tout ça influence aussi votre choix. Ça influence aussi votre choix. Parce qu'on aura beau faire un projet d'orientation professionnelle écrit, avec le plan, avec l'éducatrice spécialisée qui va faire le suivi après, mais il suffit que vous ayez le document et qu'on vous dise, ben, tu sais, moi, c'est pas ce que j'ai vu pour toi. Toi, ce que j'ai vu pour toi, c'est plutôt ceci. Et du coup, on laisse le document, on passe à côté. Alors qu'on aurait pris beaucoup de temps à chercher. Donc, on aurait fait ça. On aurait vu avec vous, les personnes influentes, et écouté ce pourquoi ils sont en train d'avoir ces visions. Qu'est-ce qu'ils ont vu de vous? Une fois qu'on a fait ça, le psychologue aussi peut intervenir. Parce que connais-toi toi-même, vous connaissez ça, non? Est-ce que vous pouvez me dire, enfin, j'imagine que vous n'allez pas le dire, mais nous sommes à la télévision, mais vos grands traits de personnalité, c'est-à-dire qui vous êtes. Si je dis qui vous êtes, c'est un peu gros. Je parlerai plutôt de grands traits de personnalité. Vous êtes plus quelqu'un qui est calme, de réservé, d'être un peu ouvert, exubérant, vous êtes plutôt jovial. Vous êtes quel type de personne, d'après vous? Moi, je suis plutôt calme. Plutôt calme. Oui. C'est tout. Elle en donne le ton, hein, très bas. Toujours timide. Je ne sais pas si c'est la caméra qui la rend timide. Peut-être réservé, mais est-ce que ce n'est pas évident que ce soit le même état dans tous les environnements? Il y a des environnements dans lesquels vous êtes beaucoup plus joyeuse. Donc, c'est intéressant pour nous de vous permettre d'avoir une lecture plus claire de votre profil psychologique pour que vous sachiez quel est le rapport avec les métiers dont vous parlez. Être très réservé dans un métier où il faut communiquer avec les autres, c'est pas évident. Quand on veut rentrer dans les sciences de l'éducation, psychologie, sociologie, psychopédagogie, éducateur spécialisé, c'est des métiers assez empathiques où il faut écouter, il faut être présent, il faut communiquer aussi. Donc être réservé ou trop réservé ne va peut-être pas vous aider, mais c'est pas un frein parce que le savoir tôt permet de corriger. C'est pour ça qu'il faut avoir un projet fait avec des professionnels. Alors une fois qu'on a dit ça aussi, le conseiller d'orientation maintenant lui-même vient agir. En fait, j'ai oublié le métier exact que vous avez choisi ou que vous semblez avoir choisi. Les deux, elle a pris les deux. Hein. Oui, les deux. Elle fait l'éducation et parallèlement à ça, elle fait son stylisme parce qu'elle y tient. Le stylisme, d'accord, mais l'éducation, c'est pas le métier, ça. Ok, oui, vous avez raison. Ça, c'est la formation. Ça, c'est la formation. Le métier. Elle même, c'est qu'on devient plus tard. Vous savez pas encore. Vous en savez quelque chose? Non, mais c'est très bien. Donc, c'est le rôle alors, c'est notre rôle de vous mettre en contact avec l'ensemble des opportunités, l'ensemble des métiers, de vous expliquer
ce que l'on fait dans ces métiers, combien on gagne, ce que ça implique comme challenge, comme implication journalière, les interactions avec les autres corps de métier, ainsi de suite, de sorte à ce que vous puissiez dire, oui, ça me plaît plus, mais ça, j'aimerais même le coupler. Et sachant que dans ce travail, nous avons révélé vos talents et vos passions, vous pourrez dire, mais stylisme, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, j'ai pas envie de laisser ça. Et notre rôle est de vous permettre de prendre avantage de ça. Tout à l'heure, on a dit quelque chose rapidement, c'est pas vraiment ce à quoi j'aspire. Choisir entre la passion et devenir riche. Si on rentre dans un processus d'orientation pour avoir un projet d'orientation professionnelle, toute chose que chaque apprenant doit avoir, ce n'est pas pour choisir. Ce n'est pas soit je fais ce que j'aime, soit je souffre. C'est pas ça. A priori, non, j'imagine que c'est pas ce que vous voulez pour vous-même. Vous voulez, j'imagine bien, vivre une vie passionnante dans un métier de rêve, en vivant très bien, en devenant prospère à tous égards, faisant beaucoup de choses, n'est-ce pas? J'imagine bien. Et donc, c'est en fonction des informations que l'on vous donne. Et il ne faut pas qu'on vous prive d'informations, que vous ayez le maximum d'informations et que vous sachiez que c'est possible. Aujourd'hui, coupler le stylisme dans les métiers de l'éducation, c'est pas si compliqué. En fait, être quelqu'un qui enseigne comment est-ce qu'on coud, comment est-ce qu'on fait de la haute couture, comment est-ce qu'on peut faire aussi des niveaux de modèles d'habillement particuliers par rapport à des corps de métier en rentrant dans la technologie. Il y a beaucoup de domaines qui peuvent s'enchevêtrer. Là, on rentre dans la technologie, on rentre dans le vêtement, on rentre dans la santé, on rentre dans la psychologie. Il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent. Donc, notre rôle est de vous permettre de découvrir un peu comme l'univers des possibles de tout ce que vous pouvez faire en rentrant dans cette filière-là pour que vous soyez suffisamment à l'aise, pour que vous ayez suffisamment de cordes à votre arc. Parce que le système de églement-cou vraiment n'est pas très agréable. Parce que pourquoi? D'abord, ça devrait gler. Et ensuite, pourquoi vous devriez, comme je le dis souvent, vous faire rire les étudiants. Donc, en fait, c'est d'avoir un maximum d'opportunités parce qu'on vise la pluricompétence. Tout à l'heure, ça ne va pas vous embrouiller quand on fait cette évaluation? Non. Ça m'embrouille pas? Non, 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 non. C'est l'objectif. C'est de pouvoir savoir que je vais schématiser. Quand vous sortez de chez vous, vous savez que vous venez au boulot, n'est-ce pas? Vous avez un itinéraire en tête. Mais au cas où il y a un bouchon, vous savez qu'il y a des déviations. Vous pouvez rentrer dans des vents. Alors, imaginez que vous ne sachiez pas du tout qu'il y ait d'autres voies. Vous risquez de rester statique. S'il y a le moindre souci, vous restez bloqué. Alors que dans la vie, parfois, il faut s'ajuster. Et être pluricompétent, c'est ça qui nous permet d'être stable, d'être sauvé. Parce que, bon, il y a des choses de la vie qui font qu'à un moment donné, les passions d'hier ne sont plus. Voilà. Alors, maintenant, si je ne me définissais qu'en tant que styliste, et si pour une raison ou pour une autre, un traumatisme, quelque chose qui s'est passé, je dis, bon, c'est fini, niet. Qu'est-ce que je suis finalement? Qu'est-ce que je deviens? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de vous permettre d'avoir plein de voies, stylisme, oratoire, d'être pluricompétente dans plusieurs domaines et en sortant aussi des clichés. L'ingénierie, c'est pour vous. Les intelligences artificielles, c'est pour vous. L'art, c'est pour vous. La musique, c'est pour vous. Je ne sais, il n'y a pas de métier ou de secteur de métier qui soit pour les garçons et d'autres pour les filles, en griffe. Donc, vous avez la capacité aujourd'hui de vous faire former, comme Madame l'a dit tout à l'heure, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, d'avoir accès à plus de connaissances en 2023. Franchement, c'est une... Bon, je vais mettre un bémol, je voulais dire que c'était une bénédiction, mais bon, les IA aussi, il faut faire un peu attention. Mais c'est une opportunité, je vais dire plutôt, pour vous permettre d'avoir accès à plus de connaissances qu'avant, plus rapidement, plus facilement, et d'ailleurs gratuitement. Ce qui n'était pas possible avant. Pour avoir accès à la connaissance, je dois payer, je dois aller vers celui qui sait. Et tant que je n'ai pas fait comme il a voulu, bon, voilà, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, c'est plus facile. Et moi, je voudrais que, faisant ça, faisant ce parcours, faisant ce profil, vous ayez le document. Quand vous avez le document, pourquoi c'est important de l'avoir de façon écrite? Pour que vous puissiez revenir le convoquer à tout moment. En disant, OK, voici là où j'en suis aujourd'hui.
j'avais prévu ceci, et on avait dit que ces deux secteurs pouvaient se chevaucher. Pendant que je suis en train de faire la première année, je peux aller en immersion. Et d'ailleurs, je suis accompagné pour aller en immersion professionnelle. C'est important que très tôt, vous sachiez comment est-ce que on vit les situations d'écoute en psychologie, les situations d'écoute en orientation. Et là, vous êtes sur un plateau où vous êtes avec des gens du domaine. Donc, a priori, pour avoir votre stage, ce ne serait pas compliqué. Un petit clin d'œil peut-être à la fin de l'émission. et ce serait intéressant pour vous donc de voir quels sont les challenges aussi de ce domaine. Ce qui est intéressant quand on fait le système LMD, c'est le cycle licence, les 3 années. Vous savez que le cycle licence n'est pas suffisamment exploité par nos jeunes. Pourquoi? Parce que nous avons 3 années intéressantes dont on peut profiter. Seulement, eux ne les voient que sous le prisme de 3 années sur les bancs. Alors que s'ils se comportent en tant que professionnels, on peut se dire que très bien, si le secteur de l'éducation a des challenges sérieux, vous avez 3 années de réflexion à y apporter, de sorte à sortir en licence avec une réponse opérationnelle pour le terrain. C'est que souvent, en fait, quand on court pour l'objectif diplôme, on n'est pas pro, on n'est pas professionnel, parce qu'on est un peu plus dans les études, plus dans les cahiers, je dois obtenir le diplôme à tout prix. Et ça limite beaucoup l'expérimentation sur le terrain. Mais les parents ne supportent pas qu'on fasse autre chose que ça. C'est de la peur. Oui, c'est de gaspiller de l'argent. De gaspiller de l'argent, parce que quand on met un enfant à l'école, c'est comme mon fils a joué au TT cette année, et puis il était tout triste. Il a dit, mon fils, toi tu as que 17 ans, reprends, tu auras plus d'expérience. Mais ça engage un coût, quelque part. Parce qu'en temps, il faut aller à l'hôtel pour faire des expériences et tout le reste. Ça va avec. Beaucoup de aujourd'hui, il faut sensibiliser aussi les parents à accompagner l'enfant à réussir effectivement. Pas j'ai le diplôme, mais je n'ai pas l'expérience. Donc les jeunes doivent cumuler aujourd'hui les deux. Parce que avant d'atteindre le diplôme, tu peux aussi avoir l'emploi en réalité. Il y a ça, où les entreprises sont prêtes à prendre des jeunes qui n'ont pas encore fini leurs études, mais qui sont bons sur le terrain. Donc c'est le jeune même, quand il découvre déjà sa passion et qu'il arrive à être là où il doit être, il utilise plus son temps pour pouvoir en même temps, les temps de pause, vacances, pour être en entreprise, pour bousculer les gens, pour être en entreprise. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas facile au fait. Hein. C'est pas, bon, tu es en train de faire une formation universitaire et puis quelqu'un te dit, viens travailler dans mon entreprise. C'est pas ça. Il faut être derrière l'entreprise, il faut montrer que tu veux, il faut être déterminé. Donc, ça dépend de la motivation de réussite de l'individu même pour acquérir et la compétence et le diplôme à la fin. Pour être opérationnel, c'est vrai, il faut s'informer, il ne faut pas seulement être dans des groupes de bavardage. Il faut savoir les métiers d'avenir, ce qui... enfin, parce que tout évolue aujourd'hui, tout évolue. Même quand on prend le métier de la mode, c'est vrai, il y a des aides qui sont en train d'embaucher les gens. Il faut aller de ce côté pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher là-bas pour ne pas être en train d'étudier quelque chose qui est déjà dépassé. Parce que quand tu finis et puis c'est dépassé, si tu n'actualises pas l'information de manière mondiale, parce que aujourd'hui, avec Google, on peut savoir déjà ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en France, pour pouvoir s'ajuster sur le terrain par rapport à ce qu'on veut recevoir de l'enseignant. Parce que quand on ne sait pas, l'enseignant va juste livrer ce que lui veut livrer. Mais si un apprenant va vers l'enseignant avec un objectif défini, je crois qu'il pourra peut-être aussi voir l'enseignant à la fin du cours pour lui demander, voilà, j'ai lu ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a ce quoi sur le terrain, c'est comme aujourd'hui les entreprises, quand on prend ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui a le vent aujourd'hui, beaucoup ont eu à étudier par exemple la comptabilité. On a fait à l'école, dans nos formations universitaires, on a fait la comptabilité. Mais sur le plan entrepreneurial par exemple, on est nul en comptabilité parce que ce qu'on a eu à étudier, c'était juste pour avoir les notes. Ce n'est pas pour appliquer dans une entreprise. Ça fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, oui, mais l'entrepreneuriat souffre au niveau de comptabilité. Oui, on va revenir sur le volet entrepreneuriat. Sur ma précédente question qu'il nous a envoyée dans ce long développement, je retiens qu'il faut évaluer toute la palette disponible et aller au cœur même ou au contact même de ce qu'on pense faire pour pouvoir être sûr de son choix. Exactement, parce que c'est un peu comme un joueur qui rentre sur le terrain et qui, arrivé devant la surface de réparation, hésite et fait une frappe molle. C'est pas intéressant. Quand on est sûr de son choix, nos actions sont plus incisives parce que l'on a répété, l'on a eu des informations, l'on sait que c'est comme ça peut se passer et l'on est décidé. Et c'est intéressant de le rappeler
le projet d'orientation scolaire ou professionnelle, chaque apprenant doit l'avoir. Vous savez, l'État l'a prévu, j'ai oublié l'article, mais c'est prévu dans les textes, mais ce n'est pas appliqué. L'État l'a prévu, l'État a pris ses responsabilités. Notre État n'est pas défaillant sur la question. L'État a pris ses responsabilités, on a parlé. Seulement, de façon concrète, quand vous allez dans les collèges, combien de parents disent ou demandent présentez-moi le conseil d'orientation de la maison, par exemple. Ah, moi je ne savais même pas que les collèges ont un conseiller d'orientation. Mais ils doivent y en avoir. Et d'ailleurs, nous nous rapprochons des collèges pour pouvoir leur permettre cela. Mais vous savez, la question du coût évoqué revient de manière très, très insistante. Pourquoi? Parce que, on dit, j'ai déjà payé pour ça, pourquoi je vais encore payer pour ceci? Or, la course pour avoir le bac et ensuite peut-être la licence et chômer pendant 7 ans, je ne sais pas quel était l'objectif. Si on peut quantifier ce coût-là, le coût du chômage, ce coût humain, ce coût financier, on se rendrait compte que c'était beaucoup plus stratégique d'investir au départ. Mieux, que ce soit les directeurs de collège ou les directeurs d'université disent, nous on veut bien. Nous, on veut bien qu'il y ait des conseillers. Nous, on veut bien qu'il y ait des psychologues de l'éducation avec nous. Nous, on veut bien qu'il y ait des psychopédagogues qui viennent travailler avec nous. Mais les parents disent ils ont déjà de la peine à payer l'écolage. Ils ont déjà de la peine à payer la contribution. Et ils ne comprendraient pas que l'on ajoute même 200 francs, même 1000 francs, même 5000 sur la contribution. Alors que veut-on? Que veut-on réellement? Veut-on les diplômes sans le contenu? Ou veut-on que la jeune demoiselle que voici réussisse dans sa vie et soit épanouie? Nous savons qu'en tant que parents, nous travaillons un peu comme des entrepreneurs. Nous n'avons pas l'œil sur le chantier tous les jours. Donc, on regarde les notes. Et à la fin, on regarde le diplôme. Un peu comme un propriétaire qui vient de temps en temps sur le chantier en minant pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce que c'est bon? Bon, voilà, faites ceci. Mais le suivi personnalisé, le suivi individualisé, c'est ça qui est important. Ce n'est pas la norme aujourd'hui de ne voir ses enfants que 2 heures par jour. Ce n'est pas la norme. Normalement, on devait être beaucoup plus présent, disponible. Mais le fait est que les parents ne sont plus disponibles. Même s'ils ont la volonté de pouvoir le faire, techniquement, ils n'ont plus la possibilité de le faire. Alors, vers qui ils doivent aller pour pouvoir les aider à le faire? C'est vers les conseillers d'orientation, vers les cabinets d'orientation pour les aider. Pourquoi? Bien que j'ai la bonne volonté, je n'arrive pas à faire ce travail tous les jours, à trouver les métiers d'avenir, à chercher les informations, à discuter avec elles, à l'envoyer en immersion, à faire ce débriefing, à lui donner des fiches métiers, à lui faire des tests de personnalité. Et encore, les tests de personnalité, il ne faut pas les faire sur Internet. Pourquoi? Je le dis en même temps aux téléspectateurs. Les tests de personnalité, ne les faites pas juste sur Internet. Pourquoi? Parce que l'interprétation de ces tests, c'est le professionnel qui le fait. Il est formé pour ça. Nous sommes conseillers en orientation, on ne pourrait pas se targuer d'être des professionnels de l'interprétation des tests de personnalité. Parce que c'est eux les professionnels qui le font. À chaque profession, son bagou, ce qu'il sait faire. Donc, c'est l'interprétation du professionnel qui compte à ce niveau. Et donc, quand vous allez le faire avec un professionnel, il vous aide. Ce qui compte, c'est votre épanouissement. C'est le fait que vous ayez les meilleures informations. C'est le fait que, très tôt, les parents sachent aussi que malgré leur amour, malgré leur implication, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, ils ne vivront pas votre vie à votre place. C'est pas possible. Ça, c'est sûr. Et donc, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous dit, mais non, ne fais pas ceci, et on nous dit, mon grand frère m'a orienté, ma grande soeur m'a orienté, mon tonton m'a orienté, en fait, c'est un habit de langage, il m'a donné une information, et le biais de l'amour, parfois, biaise, donc c'est une tautologie, biaise l'orientation. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on souffre. Ah non, ne fais pas ceci, on ne gagne pas beaucoup d'argent ici. Ah, tu veux faire de la danse? Ah, au Bénin, ne fais pas, ça ne donne pas beaucoup d'argent, on va regarder, on va te regarder tourner, tout ça. Or, il s'agit de regarder de manière objective la situation et de se projeter. Parce qu'elle n'est pas destinée à ne travailler qu'au Bénin. On parle aussi de la mobilité professionnelle. Elle peut travailler, elle peut voyager. Il faut lui montrer qu'il y a le ballet, il y a le ballet national, il y a la danse ailleurs, il y a la chorégraphie. Bien sûr. Il y a beaucoup de métiers liés à la danse, par exemple. Donc, ce n'est qu'un exemple pour étayer l'ensemble des choses qu'on est en train de dire depuis. Oui, vous avez
parlé de beaucoup de choses. Hein. C'est tellement dense que c'est difficile d'en prendre un seul. Mais quand vous évaluez la chose comme ça, combien sont-ils ces parents à voir la chose sous ce prisme-là? Ils sont très peu. L'essentiel, c'est que l'enfant fasse quelque chose pour qu'on ait la paix. C'est l'argent, on y met. Si c'est qu'on en a, l'argent, on n'y met pas. Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Donc, du coup, comment faire tout cela en très peu de temps? Puisque, Monsieur Agoba, c'est votre question. Comment y arriver? Puisque c'est ça le nœud de notre problématique aujourd'hui. Comment arriver à déceler tout cela? Conseiller l'enfant, aller vers ses conseillers d'orientation pour pouvoir permettre à l'enfant de faire un choix judicieux et surtout à un débouché certain. Puisque ce sera la finalité. Je pense que notre société a ce problème-là, de prendre des métiers comme des métiers sots. On dit souvent qu'il n'y a pas de sot-métier. Donc, quand vous allez ouvrir aujourd'hui un cabinet pour dire que vous êtes un conseiller en orientation, les gens ne vous croiront pas au Bénin. Parce qu'on ne connaît pas. On ne voit pas l'importance. Voilà. Alors que dans d'autres pays... Ils ne veulent pas payer, mais ils croient. Si. Alors que dans d'autres pays, c'est des métiers dans lesquels les gens s'investissent et ça réussit beaucoup. C'est pourquoi dans certains pays, les gens trouvent rapidement d'emploi parce qu'il y a de ces métiers, de ces métiers intermédiaires là qui vous aident, qui vous accompagnent à réussir dans la vie. Et je pense que ceux qui sont dans ce domaine-là aujourd'hui, ils ont un travail à faire pour valoriser leur travail et se faire aimer par la population. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons de ceux qui ont le bac et pour que nous donnions une solution au mal, c'est qu'il faut que nous pensions déjà à ceux qui sont dans les classes intermédiaires. Et dire aux parents, ça ne sert à rien de courir après l'argent, de le trouver, de ne plus avoir ses enfants à la maison pour investir et que ça ait des succès. On coûte tellement pour l'argent. On laisse les enfants, on les jette. Et pour la plupart aujourd'hui, les maisons sont devenues des hôtels. Des endroits pour dormir, pour manger. Que pour dormir. On dort, on se réveille, papa à 5 heures, il s'en va, l'enfant prend son argent, il va à l'école, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bon, tu as les notes, c'est bon, ok, félicitations, hein, le bac c'est bon, ok, tu veux faire quoi? Je t'inscris là où tu veux, et on l'inscrit comme ça, et c'est pas bien. Je pense que comme le consultant l'a dit tout à l'heure, il faut un projet professionnel pour dire, voilà ma passion, voilà le métier qu'il faut maintenant, comment faire pour qu'il y ait adéquation entre ce que je vais devenir et ce qu'il faut faire. Et la plus grande chose à faire, ce n'est pas de choisir les filières. C'est de savoir son métier, ce qu'on veut devenir. Absolument. Et pour ce métier-là, quelle formation je dois aller faire? C'est pas il faut aller faire sciences de l'éducation. Je pense que tu peux devenir telle chose. Je veux que tu deviennes telle chose. Alors qu'on ne doit même pas dire je veux que tu deviennes telle chose. Et ça fait que beaucoup d'enfants étudient pour les parents. Les parents veulent se réaliser au travers de leurs enfants. Ah ben moi je rêve d'un policier pour que demain quand il va commettre une bêtise en ville que je t'appelle et que tu me défendes. Moi mon papa m'a toujours dit et jusqu'à aujourd'hui il le dit à une de ses petites filles, je veux que tu deviennes médecin. Comme ça, quand je serai dans mes vieux jours, tu viens, tu me traites. Ouais, parce qu'on estime que l'enfant n'est pas à même de choisir. Et c'est pas bon. Il n'a pas la maturité nécessaire. Je sais, mais c'est pas pour autant qu'il faut se réaliser au travers des enfants. Laissons les enfants se réaliser. Et très souvent, nous avons certains métiers que nous qualifions de mauvais métiers. Il veut devenir couturier, il veut devenir couturier. Moi, je connais beaucoup d'apprenants qui aujourd'hui, après le bac, sont allés faire la couture. Je sais qu'il y a un changement à ce niveau. Je me souviens quand j'étais dans un établissement ce à Papa en 2014, j'ai fait mon entrée, j'ai fait l'introduction, j'ai fait le contrat didactique. Quand j'ai dit, si vous n'êtes pas là pour vraiment étudier, que vous pensez que vous devrez aller faire une formation, ce n'est pas la peine que vous continuez les études. Le cours suivant, il y a une fille qui a manqué. Et après, j'ai appris qu'elle est allée faire le stylisme. J'ai fait tout pour la revoir aujourd'hui et savoir ce qu'elle est devenue parce que je dis que ça fait une fierté. Qu'elle a compris que ce qu'elle veut faire là, elle n'a pas besoin de faire les études qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Elle a abandonné, elle est allée faire le stylisme, mais il y a plein de ces gens aujourd'hui qui vont avoir le bac et que ce bac ne les servira pas. Parce que le BPC qu'ils ont eu depuis 3 ans, ce BPC était suffisant pour aller directement vers le métier. Et on a couru pendant 3 ans. Il y a quelqu'un qui a fait une évaluation. Il a dit qu'une année scolaire, ça fait plus de 600 000 pour les parents. Oui, en moyenne. Et il a dit, tous ceux qui ont échoué cette année, par exemple, ça fait 600 000 fois le nombre que nous avons investi. Comme ça. Et vous le faites pendant 3 ans. Est-ce que ce n'est pas suffisant, par exemple, quand l'enfant a son BPC, de lui dire, bon, tu veux devenir quoi? Tu me parles toujours de stylisme là. Il y a un grand centre ici, je veux que tu t'inscrives là. Encore qu'aujourd'hui, l'État a tout légalisé. Il y a le CQM aujourd'hui. Le certificat de qualification au métier, comme madame le disait tout à l'heure, où les parents veulent des diplômes d'État. Il y a le certificat de qualification métier où quand vous apprenez la couture, l'État vous donne des diplômes, on peut vous recruter à GDIZ, on peut vous recruter dans beaucoup de structures de l'État et vous allez travailler, vous n'allez pas dire, parce qu'il y a aussi ce mal-là social, hein, quand vous finissez les études, vous ne travaillez pas pour l'État, pour votre parent, c'est que vous êtes un échec. Voilà. On doit travailler pour l'État.
Et c'est quand on dit, il travaille pour l'État, c'est un fonctionnaire. Pour certains, en fait, pour certains, ça évolue. Ça change un peu. Sinon, hier, c'était comme ça. Il doit être un fonctionnaire. Et on met beaucoup d'argent pour que l'enfant devienne un fonctionnaire et par la suite, on regrette parce qu'on comprend que ce n'est pas ce qu'il lui faut, ça. C'est pas ce qu'il lui faut. Si c'est pour l'argent, c'est pas l'État qui est le meilleur employeur. Encore que l'État n'est pas l'employeur, c'est le privé qui emploie. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Quand on a compris ça, je pense que les choses vont changer. Je voudrais que vous continuiez votre sensibilisation à travers vos médias pour qu'on ait d'autres plateaux, pour parler aux parents et pour intéresser ceux qui sont en train de préparer maintenant l'école et les aider à découvrir leur passion. Pour ceux qui sont dans les classes actuellement, la meilleure façon de découvrir sa passion, c'est de traverser les différents corps de métier. Traverser comment? Je suis parent d'élève. Oui. Mon enfant est en vacances. Je l'amène par exemple dans un atelier de soudure. Il reste là pour une immersion dans cet atelier pour une semaine. Il découvre, il voit, il observe. C'est sinon pour ce qu'elle a dit. Par exemple, je suis resté chez une couturière, je l'ai vu faire tout le temps. Ça peut me satisfaire de dire je vais devenir couturière. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai vu d'autres personnes faire comme le consultant le disait tout à l'heure? Je vois beaucoup de personnes faire, je parcours peut-être plusieurs métiers et je dis bon, papa, quand j'ai vu tout ça, ça là, vraiment, si je peux être moi-même dans cette condition dans 10 ans, je serai tellement content. Je pourrais étayer ce point parce que il y a ce travail que l'on peut faire pendant les vacances, mais aussi pendant l'année scolaire. Et là encore, je demande aux parents, parce que c'est vous qui allez faire basculer les choses. Les directeurs d'école, les fondés, semblent avoir les mains liées à cause de vous, d'après eux, selon eux. Si c'est faux, vous leur demanderez des comptes. En fait, nous disons que en classe, avec 1 heure par semaine, on peut faire de la découverte métier simplement en utilisant les parents d'élèves. Vous vous rendez compte que vous êtes avec des amis, vous n'avez jamais su ce que papa de mon ami fait, ce que maman de mon ami fait. Vous ne savez pas ce que la vendeuse, comment est-ce que la vendeuse de riz chaque jour fait pour venir vendre du riz chaque jour, où est-ce qu'elle achète, comment elle prépare. C'est-à-dire que de façon basique, sur l'ensemble des classes, on peut faire de la découverte métier. Ça, c'est en présentiel, c'est avec des gens. On peut le faire aussi en distanciel. Mais ce sont les fondés, ce sont les responsables qui vont dire, OK, nous donnons 30 minutes, nous donnons 1 heure, et nous vous permettons de faire ce travail avec les jeunes. Que ce soit pendant les vacances aussi, comme il a dit, en allant dans les ateliers, ainsi de suite, mais aussi dans les entreprises. Nous appelons ça les Shadow Week ou les Shadow Day. En fait, c'est un peu comme vous êtes, nous sommes au boulot et que vous avez un jeune, un mentoré qui vous suit toute cette journée. C'est ça. Pour voir ce que vous faites. Comment vous allez, vous descendez les escaliers, vous montez, vous rencontrez les gens, vous faites des rapports, suivez les réunions, un peu comme votre homme. C'est pourquoi on appelle ça shadow. Parfois c'est une journée, parfois c'est une semaine. Pour qu'ils puissent réellement toucher du doigt, sans que ce soit de la théorie, ce qui se passe. Et ça, c'est de l'immersion vraiment à petite dose pour leur permettre très tôt de voir un peu de quoi il s'agit. Parce que je vais être médecin, cet exemple je le donne souvent, et je vais être médecin, parfois c'est peut-être que j'ai vu un médecin dans une belle blouse blanche, dans un beau cabinet, ici à Cotonou, et donc je dis je vais être médecin. Mais je vais être médecin, normalement c'est valable aussi à Tangueta, normalement c'est aussi valable à Basila, c'est valable à Waké. Et si du coup, parce que les conditions de climatisation, en griffe ou de confort ne sont pas réunies, ma vocation disparaît, c'est peut-être que ce n'est pas une vocation. Donc c'est intéressant. Autre chose que je voulais ajouter rapidement, dans le processus d'avoir une orientation précise, c'est que aujourd'hui, enfin, nous avons parlé d'emploi, nous avons parlé de personnalité, mais dedans aussi, il y a des questions que nous posons qui convoquent pour la vie. Vous savez, le métier que vous voulez faire n'est pas en dehors de votre vie conjugale non plus. Voilà. Donc, c'est intéressant quand nous vous posons des questions, quand nous posons des questions aux jeunes, c'est comment tu vois ton conjoint? Comment est-ce que tu te projettes dans la vie plus tard? Il n'est pas obligé de répondre tout de suite. Mais le simple fait de commencer à y réfléchir, on se rend compte que, tiens, quand je disais que moi, contrairement à comment est-ce que j'ai été éduqué, je voudrais être présent pour mes enfants, je voudrais vraiment être là, mais en même temps, je dis que je vais être femme d'affaires. Bon, comment est-ce que je gère les voyages réguliers et en même temps le fait d'être présent? Et donc, quel type de conjoint et de quel type de conjoint j'ai besoin pour m'aider, pour me faciliter, parce que je ne fais pas tout ça
pour dire ensuite j'ai sacrifié ma carrière pour mon couple. C'est pas ça. Vous vous rappelez, on a dit, il ne s'agit pas de sacrifier quelque chose. C'est de prendre le temps de se poser, de dimensionner notre action pour avoir de l'avantage. Donc je voulais juste apporter cette précision en plus pour que ce soit sûr. Oui. Je voudrais aussi finir pour dire que il faut le dire, hein, comme le consultant l'avait dit dans ses propos, l'État fait des efforts. Dans l'enseignement technique, il y a ce que nous appelle la didactisation, où les apprenants sont appelés à aller dans les entreprises. Seulement qu'on ne le fait pas souvent et nous manquons de moyens. Et c'est là que je voudrais inviter les pouvoirs publics également à faire cet effort-là pour que les situations d'entreprise que nous devrons avoir, que nous puissions avoir ça. Par exemple, pour ce qui est prévu dans les nouvelles filières MMV, comptabilité mécatique, etc. Par exemple, il est prévu que des banquiers viennent dans les écoles. Que l'apprenant pendant sa formation touche les logiciels, que l'apprenant pendant sa formation rencontre des banquiers qui comprennent les situations bancaires, par exemple, qu'on l'amène des fois à aller en banque. Donc c'est prévu, c'est les établissements qui ne le font pas souvent et ils banalisent. Sinon, les lignes existent, hein, ils peuvent en prendre une exigence et incorporer ça dans le budget, mais ils ignorent ça souvent. Alors que nous formons pour que les gens soient utiles demain. Donc, il faut regarder l'output pour que les inputs que nous mettons dedans puissent permettre demain avoir des ressources humaines pour le pays. Quoi. Sinon, nous formons, nous déversons des gens sur le terrain. Avec les diplômes, ça parcourt toutes les rues aujourd'hui. Et moi, ça me fait toujours mal quand, 5 ans après, mes apprenants m'appellent après pour dire, monsieur, je suis en recherche d'emploi. C'est pas bien. Ou vous finissez pas à trouver des gens qui deviennent des vendeurs en ligne. C'est un échec. Non, je pense que c'est un vieux gros. Non. On travaille pour sa passion. C'était plus ça. Non, en fait, chose là. On va les laisser finir. D'accord. La personne n'a pas travaillé pour sa passion. On n'avait pas étudié pour vendre en ligne. D'accord. D'accord. C'est de ça que je parle. D'accord. On n'a pas travaillé pour vendre en ligne, c'est parce qu'on n'a pas. Les gens qui font le marketing. Non, c'est différent. Okay. C'est différent. Non, j'ai étudié pour faire ça. Et aujourd'hui, dans le commerce, si vous ne faites pas de vente en ligne, ça ne marche pas. Ça peut aller. Ça, là, c'est un autre débat, ça. Mais pour quelqu'un qui était en train de faire une étude, il finit, il n'a pas trouvé d'emploi et il se met à faire ça parce que ça n'a pas réussi. C'est un échec. C'est de ça que je parle. Vu sur cet angle. Absolument. Oui. Merci. Madame, monsieur. Oui, enfin, c'est-à-dire, les diplômes qui ont été faits avant, c'est comme ma dernière sœur, elle a fait un diplôme de MRH, mais elle était passionnée à vendre en ligne. Et ça n'avait jamais été accompagné. Maintenant qu'elle est mariée, elle a trouvé tout son temps pour le faire. Mais au vu des autres, par exemple, c'est comme les parents disent toujours, non, tu vois, ta soeur, il faut lui trouver travail. Je dis, mais la personne fait son travail et est à l'aise déjà dedans. Pourquoi encore lui trouver un travail? C'est pour dire que quand les parents financent un diplôme, encore 3 ou 4 ans, c'est pour que tu ailles décrocher un emploi quelque part qui est sécurisé. Et il faut que cette mentalité-là change. Parce qu'on n'étudie pas pour aller se faire embaucher nécessairement. Autrement, ça va devenir... Oui, c'est-à-dire... Absolument. Oui, on passe très peu à ça. On est dans les... tous des salariés. Des salariés. Après, du voilà, salaire. du salaire. Parce qu'on que ça dit, change hein, aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut que la mentalité change un peu. Quelqu'un qui va étudier, ce n'est pas nécessairement pour offrir son service à quelque part directement, mais c'est pour offrir son service à la société. Donc, il peut trouver une opportunité. Et aujourd'hui, quand les gens finissent et ils s'auto-emploient, c'est-à-dire il expérimente ce qu'il avait déjà étudié, ça lui permet finalement de retrouver un emploi plus tard. C'est pourquoi je dis ceux-là, par exemple, parce qu'il y a un découragement que je suis en train de remarquer. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus faire de longues études parce qu'ils se disent, bon, il n'y a pas d'emploi. Non, il faut continuer à étudier parce qu'au bout du rouleau, à la fin de la ligne, les gens cherchent toujours, des institutions cherchent toujours ceux qui sont diplômés. Même si tu as appris, je ne sais pas quoi, sur le tas ou au départ, tu as débranché en 3e pour aller faire une formation professionnelle. Dans la même profession, on va te demander d'avoir de l'expertise. Et finalement, il y a des gens qui ont fait beaucoup de temps dans un certain métier, mais ils n'ont pas le diplôme pour dire qu'ils sont experts. Et ça fait qu'aujourd'hui, ils sont encore balayés parce que le temps de maximiser, de gagner gros arrive, mais tu n'as pas la validation. C'est vrai, aujourd'hui, il y a les institutions de l'État qui ont introduit la validation. Et il faut payer pour aller valider maintenant tes acquis expérimentés, ton expertise que tu as fait sur le tas où tu as appliqué des années. Il faut avoir encore le diplôme par ce moyen-là. C'est pour dire, les jeunes doivent avoir toute la palette d'informations, savoir ce qu'ils ont envie de devenir et savoir qu'est-ce que je veux offrir à la société. Et ce n'est pas seulement au Bénin, mais c'est au monde. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver du travail étant au Bénin à l'extérieur facilement. On peut proposer son offre
à tout le monde. Et sur le marché du travail, il faut démontrer son savoir-faire. C'est pourquoi la connaissance de la personnalité s'impose. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et pourquoi tu veux t'ajouter à telle ou telle autre entreprise? Qu'est-ce que tu as appris à faire? Et aussi dans les formations, en réalité, c'est vrai, il y a beaucoup de cours dans une seule filière. Dans tous ces cours-là, quelle est ta particularité? Il ne faut pas dire je maîtrise tout. Parce que on dit, bon, je sais faire tout. Non, non, tu ne peux pas savoir tout faire. Il y a quelque chose qui est ta particularité, que tu as développé dans ta filière, que tu es parti faire, que tu vas innover dedans. Tu vas proposer une solution dans ce que tu as fait et tu vas présenter ça pour pouvoir être démarqué. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand je reviens à la mode, aujourd'hui, il y a plein d'écoles de couture qui offrent tellement de couture. Ça veut dire que d'ici peu, les gens qui vont, les clients ne vont pas être prêts à payer beaucoup d'argent. C'est déjà une analyse que je fais sur le terrain. Et ça fait que, bon, les métiers sont ouverts, mais plus tard, ça risque de ne pas apporter gros. Donc, il faut réfléchir déjà à comment faire pour émerger, pour ne pas être chômeur dans un métier de passion. Parce qu'il arrive que les gens ferment et ils se font embaucher par d'autres, mais ils sont obligés de travailler juste pour survivre. Non, il ne faut pas travailler pour survivre, mais il faudrait innover dans telle chose. Quel est mon projet? Même dans le métier de passion, là, quel est mon projet? D'ici 50, 10 ans, à quel niveau je serai pour pouvoir évoluer dans ce qu'on a appris à faire ou dans ce qu'on veut faire ou dans ce dans quoi on s'investit. Voilà. Et là, on va trouver des gens. Est-ce que je vais vouloir aussi ajouter, les parents doivent souvent mettre de l'argent de côté au-delà de tout pour dire, oh, bon, c'est l'État qui n'aide pas. Non, les parents peuvent aider les enfants aussi à réussir. Argent. D'accord. Les parents mettaient de l'argent de côté. Nous savons que c'est pas facile. Alors, nous avons les prochains invités qui sont là et s'impatientent certainement. Donc, nous devons conclure ce plateau. Mais il y a eu une idée en suspens sur laquelle je ne vous ai pas vraiment questionné. Je voudrais bien le faire, mais on n'a plus le temps. On doit installer les autres. Donc, peut-être que vous-même, M. Boumé, si vous n'avez pas un programme, je veux vraiment vous interroger là-dessus. Alors, copine, pardon, Monia, j'espère que tu as tiré la substance. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Monsieur Abalo, je vous laisse conclure. On va répondre à la question quand même. C'est vrai qu'on l'a dit à dire. Mais quelles études après le bac? On va répondre. Vous pouvez résumer de façon succincte ce que vous avez dit. D'accord. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux bacheliers aujourd'hui, qui se demandent quelles études faire après le bac, il y a des questions, enfin, il y a des réponses claires que vous devez chercher à avoir. C'est de savoir quelles sont vos passions, quels sont vos métiers, mais cela doit être en adéquation aussi avec le marché de l'emploi qui est devant vous en réalité. Donc, ne tranchez pas tout de suite entre passion et argent. C'est pas évident. Comprenez aussi que le métier qui doit être choisi, c'est ça qui va dépendre, c'est ça qui va vous permettre d'aller directement chercher la filière par laquelle vous allez commencer, que ce soit à l'université ou une formation professionnelle technique. On parle de métier d'avenir, on parle de métier en tension. D'accord, c'est en tension ou ce sont des métiers d'avenir pendant un laps de temps. C'est conjoncturel, 5 années, 10 années. Sachant que vous vous formez aujourd'hui pour pouvoir être opérationnel dans quelques années, il s'agit de se projeter sur beaucoup plus longtemps, sur quelque chose de beaucoup plus périn. Alors aujourd'hui, nous savons que nous parlons des métiers de l'intelligence artificielle, nous parlons de graphisme, nous parlons de web design, nous parlons aussi, quand on va dans la low-tech d'agriculture, on parlons aussi de pisciculture, ainsi de suite. D'accord, c'est très bien, mais vous, quelle est votre voie? C'est important que vous trouviez la vôtre, parce que c'est vous qui allez vivre votre vie, c'est vous qui allez apporter des solutions à la nation, et c'est intéressant que vous soyez épanoui pour réfléchir, pour apporter de meilleures solutions et vivre mieux. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire. Faites tout, faites en sorte d'aller voir des conseillers pour faire ce travail avec vous afin d'avoir votre projet d'orientation scolaire écrit ou professionnel écrit. C'est très important pour que vous ayez un plan. Sans plan, ce n'est pas évident. Vous voulez construire une belle maison, un bon édifice, grand, avec beaucoup de densité, de complexité, sans plan, sans un architecte, ce serait difficile pour vous de l'avoir. Merci beaucoup, monsieur Abalo Dodji. Je rappelle que vous êtes consultant en orientation scolaire et professionnelle. Effectivement. Vous restez disponible pour toutes ces personnes-là qui voudraient en savoir plus. Absolument. Bien évidemment. Donc, nous pouvons faciliter le contact. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin. Merci, Monia Adiboucha, qui est bachelière et qui veut faire ses premiers pas en SLIS, mais également dans les métiers de l'éducation.
Elle nous a parlé de sa passion et sur ce plateau, nous avons essayé de tracer un peu, enfin, un reprofiler, enfin, c'est un petit exercice, voilà, une lecture, un petit exercice pour vous montrer un peu comment ça travaille un conseiller d'orientation et sur quels aspects ils mettent l'accent pour permettre à ces apprenants ou à ces nouveaux bacheliers à faire le choix judicieux pour un débouché certain. Moi, j'y tiens. Parce que la finalité, c'est le débouché. C'est à rien de faire des études et puis se retrouver au chômage. C'est après, comme l'a dit Boumer, faire des recherches d'emploi. J'ai l'honneur, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Merci beaucoup, Madame Howard Osuyovo. Vous avez très peu parlé aujourd'hui. Hein. Bon, je vais corriger le tir. Restez assise, comme Boumer sur laquelle je vais poser la question. C'est pas que je suis contre vous, hein, monsieur. Ah bah non, pas du tout. J'espère que vous n'avez pas pensé comme ça. Non, c'est pas que je suis contre vous. Mais, loin de moi, ça. Voilà. Mais je vous promets, vous reviendrez. D'accord. Sur une autre thématique de l'éducation. Merci vraiment, merci Mounia. Je vous raccompagne et j'installe cette fois-ci Monsieur Lali Adimiton et également Monsieur Charles Assaba. C'est avec eux qu'on va faire le second plateau. À tout de suite. Monsieur Bertin Adimiton Lali, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes enseignant à la retraite et également psychologue. Oui. Vous allez bien? Oui. Monsieur Charles Assaba, bonjour. Bonjour Angel. Entre autres chefs d'entreprise. Je préfère le dire comme ça. Hein. Sinon, je vais tout citer, ça fait long. Super. Ça va? Ça va, super. D'accord. Alors, nous avons démarré les échanges. Comme je le disais, j'ai gardé Monsieur Agbaba avec moi et également Madame Dosuyovo parce qu'il faudrait qu'on revienne sur l'aspect entrepreneuriat. On ne quitte pas toujours pour aller forcément travailler pour quelqu'un. On peut travailler pour soi-même. Donc, on va revenir sur ça. Alors, la priorité, elle est donnée à vous qui avez fait votre entrée tout de suite. Nous avons déjà démarré les échanges. Nous avons donc parlé du profil professionnel, le projet professionnel. Maintenant, on va commencer par s'assurer des débouchés. On va commencer avec vous, monsieur Lali, puisque vous êtes enseignant à la retraite et également psychologue, puisqu'on parle également d'orientation. Les psychologues sont importants dans ce sens-là. Les débouchés... C'est au fait, n'est-ce pas, l'aboutissement du rêve entretenu depuis même la maison, la famille, le ménage. Oui, les débouchés, je pense que vous ne voulez pas que nécessairement que je les cite, hein, il y en a trop. Le bon débouché, c'est celui qu'on a rêvé depuis l'enfance. C'est ça le bon débouché. Mais ça seul ne suffit pas. Il faut que qu'on ait le flair, qu'on s'adapte au marché, aux exigences du marché. C'est la raison pour laquelle je vais mettre ici l'accent sur le fait que les apprenants ont intérêt à embrasser à bras le corps chaque matière à l'école. Parce que vous ne savez jamais ce que la vie vous réserve. Vous ne savez jamais ce que la vie... Et vous ne savez jamais ce que deviendra, n'est-ce pas, ce que deviendront les exigences du marché. Aujourd'hui, on parle par exemple d'intelligence artificielle. Nous ne savions pas ça il y a 20 ans. Absolument. Est-ce que vous voyez? Encore moins il y a 40 ans où j'entrais à l'université. Vous voyez? Donc, il faut être prêt à tout. Les débouchés, ça se rêve aussi. À partir du ménage, l'enfant, qu'est-ce qu'il aime faire le plus souvent? C'est vrai qu'il arrive que l'enfant soit éclairé après le bac. Une voix lui dit, fais ceci. C'est ça. Mais déjà, dès l'enfance là, qu'est-ce qu'il affiche? Nous, parents, nous polarisons trop sur les défauts des enfants. Non. Quand l'enfant vient au monde là, c'est encore un autre travail qui commence. Ce n'est pas que le nourrir, ce n'est pas que l'habiller. C'est qu'est-ce qu'il a amené. Quelle promesse il porte. C'est ça encore pour les débouchés. L'enfant, ses dons, ses talents, il faut les voir avec lui. Et c'est l'occasion pour moi de dire que les enfants et leurs parents ont intérêt à déjà mêler les enfants aux activités qu'ils sont en train de faire à la maison. Même si ce ne sera pas exactement la même chose, il peut y avoir
transfert de compétences. Il peut y avoir des similitudes. Ne serait-ce que savoir-être. Savoir faire valoir son savoir, sa compétence. Il y a tout ça. Même la communication. C'est transversal à toutes les professions. Oui. Est-ce que vous voyez? Bien sûr, oui. Déjà, ceux qui doivent entrer à l'université, si on n'a pas commencé à le faire depuis longtemps, doivent interroger les parents les plus proches, les vieux. Qu'est-ce que, quand j'étais enfant là, qu'est-ce que vous me voyez faire de bon? Oui, ça part de là. Et tout se joue entre 0, 5, 6 ans. L'essentiel se joue. Déjà, il faut donner à l'enfant le sens du concept de soi. Lui donner le temps de rêver sa vie, de se projeter. Le mettre en contact avec beaucoup de milieux riches en jeux, en événements. Même la télé, il faut savoir, il faut lui apprendre à choisir les programmes. Quelqu'un tout à l'heure vient de dire que l'enfant peut faire une semaine au contact. Je pense que c'est monsieur. L'enfant peut faire une semaine au contact d'un métier. Voilà comment enrichir sa vie. Parce que quand on parle d'orientation, orientation vers quoi? Orientation vers la vie, la meilleure. Orientation vers l'épanouissement. Orientation vers le bonheur, le capital suprême. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés ici. C'est ça la chose. Orientation vers la capacité à assouvir les besoins psychologiques. D'accord. Ces besoins psychologiques. C'est ça. Voilà brièvement comment je peux parler de débouchés. Parce qu'on ne peut pas parler de tous les débouchés. Non, on peut pas. Au fur et à mesure que l'on progresse, on peut. Et il y a des. Je donne un exemple. Hein. J'ai été au contact de ma famille maternelle et j'ai découvert un garçon. Lui, son problème, il peut rester. Il a planté des bananiers, des citronnelles, à côté de la maison. Est-ce que vous voyez? Son problème, c'est de se retrouver dans la verdure. Il a fait la 5e cette année-ci. C'est de se retrouver dans la... Quand il y a sécheresse, ça ne le décourage pas. Il puise, il arrose. Les gens viennent acheter même de la tomate. Voilà un enfant qui a déjà montré sa voie. Même s'il peut enrichir ça après par sa passion pour l'écologie, etc. Tout ça. Donc ça ne crée pas de problème aux enfants, aux parents. Et son aîné, l'aîné, a tombé malade. Il a été frappé d'aphonie parce qu'après son bac, il a dit à papa, je vais faire l'agronomie. Papa dit, mais tu me vois financer ça? Moi j'ai l'argent là, etc. L'enfant lui parle, il vous regarde, le son ne sort plus bien. Le parent a dépensé plus d'1 million et quelques, passant de spécialiste à spécialiste avant de le récupérer. Aujourd'hui, il a réussi, il a fondé, n'est-ce pas, son entreprise. Il s'en porte bien, le géant. Est-ce que vous voyez? Voilà, les débouchés, il faut prendre toutes les dispositions pour que l'enfant sache déjà qu'il est utile à quelque chose, qu'il rêve sa vie. Les parents doivent y travailler. C'est depuis la maison qu'on oriente. D'accord. C'est ça. Ok, c'est noté. Monsieur Saba, quel choix pour quel débouché? C'est comme ça, moi je vais vous introduire. Alors merci Angel. Quel choix pour quel débouché? Il y a tellement de choses qui ont été dites, mais il faut toujours commencer par le général. Et vous savez, d'abord quand on parle d'orientation, c'est un mot qui est vaste. Et moi je dis toujours que tout est d'abord esprit. Tout commence par la tête. C'est pour ça que j'étais content quand l'aîné disait ce que vous avez rêvé. Ce que vous avez rêvé n'est pas physique. C'est d'abord naturel et inné. Et cela se manifeste dans le physique à travers ce que moi j'appelle le rythme hypnotique. C'est-à-dire quoi? Ce que vous répétez dans vos actions chaque fois quand vous étiez enfant. On a entendu tout à l'heure un enfant qui, lui, va mettre chaque fois de la verdure autour d'une maison. C'est ce qui le passionne,
c'est son être. L'orientation est d'abord spirituelle. Et vous devez vous rappeler, on était sur ce plateau, toujours dans la même émission, mais sur une autre thématique qui parlait de leadership, et j'ai dit, et je répète la même phrase, si chacun devait naître avec une ordonnance, on n'aurait plus de problème. Si on devait naître avec des notices, où chacun savait sa promesse ou sa destinée en venant, mais il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de débat. Donc, la question d'orientation, c'est d'abord, comme je le disais, spirituel. Et cette spiritualité varie d'un environnement à un autre selon les croyances. Et malheureusement, c'est ce qui cause le vrai problème de l'Afrique. Nous sommes denses. Vous imaginez, moi, je n'arrive pas à comprendre un continent sur lequel la religion est à son paroxysme. Nous voyons de très loin les choses, mais nous échouons partout. Parce que l'idéal aurait été que quelqu'un qui voit de loin évite tous les dangers. Alors, quand on parle d'orientation, c'est d'abord dans le cercle de la famille. Parce que l'enfant naît dans ce petit environnement d'abord. Et l'éducation grandit et s'élargit maintenant à l'extérieur. Et moi, je dis que tout est semence. Et dans la vie, c'est le principe de cause à effet. Tout est compensation. Donc, l'enfant qui est né va dehors, impacte le dehors, impacte la communauté en fonction des graines qu'on a semées en lui. Comment on l'a éduqué? Qu'est-ce qu'on lui a appris? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que vous allez remarquer que lorsqu'on sort l'enfant du cercle de sa famille et qu'on l'amène ailleurs, les plaintes vont vers les parents. Ça ne va pas directement vers l'enfant. Donc, parler d'orientation, c'est vraiment vaste. Maintenant, si nous devons recentrer le débat et revenir à nos bacheliers, puisque c'est de ça il s'agit. Quel avenir après le bac? Ou quel choix d'études après le bac? Ça part d'abord d'un choix personnel. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire? Qu'est-ce qui me passionne? Malheureusement, ce choix est orienté, je dirais non, influencé par l'environnement dans lequel nous sommes. La culture, les problématiques liées par exemple au chômage et consorts. Lorsque l'enfant veut choisir telle ou telle filière, on lui interdit tout simplement parce que les parents ont fait un investissement et ils veulent un retour sur investissement. Ils se foutent du plaisir de l'enfant. Et aujourd'hui, regardez, moi, je ne suis pas surpris. Vous savez, tout ce que nous faisons est à notre image. Je veux dire quoi par là? Moi, aujourd'hui, quand je vois que notre système éducatif est désemparé depuis des décennies, on injecte des milliards pour corriger la chose, mais Dieu seul sait où on en est. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Bon, moi, je ne suis pas trop adepte de cette Moi non plus. Non, j'ai dit... On peut pas faire, oui, mais rien n'est fait là. Non, j'ai dit... Non, je n'ai pas dit rien n'est fait. J'ai dit tant qu'il reste à faire. C'est votre formule, c'est la formule. Rien n'est fait. C'est une manière de dire quoi? C'est la formule qui n'est pas... La formule, elle est lourde. C'est ce que... Mais permettez-moi d'aller au bout de mes idées pour mieux comprendre ce que je veux dire. D'accord, allez-y. Écoutez, je préfère être pragmatique. Vous savez, l'orientation, c'est comme une boussole. C'est une boussole même. Et prenez deux personnes qui sont sur un navire. La vie, c'est le navire. L'un va en Europe, l'autre en Afrique. Tout part de la carte dont chacun dispose sur le bateau. Si celui qui va en Afrique dispose de la carte de l'Europe, est-ce qu'il ira en Afrique? Quand je dis tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, c'est pour dire que parfois nous passons à côté de l'essentiel. Si on devait repartir en arrière, moi je prends 50 ans en arrière, il y a des choses qui sont apprises il y a 50 ans qui se répètent. Il y en a aussi qui sont désuets, qui ne sont plus et qui continuent d'être appliquées. D'accord. On est d'accord? Et dans ce sens, on veut quand même que les choses changent.
Lorsque vous formez les gens sur des réalités d'il y a 50 ans et que vous voulez qu'ils émergent dans une réalité actuelle, dans une vie, moi j'entreprends en fait. Ce que je dis est différent de ce qui est didactique. Lorsque vous apprenez aux gens des choses liées aux réalités d'il y a 50 ans et vous voulez qu'ils s'en sortent ou s'adaptent aux réalités d'aujourd'hui, il y a un point d'interrogation. Il y a un déphasage. D'accord. Maintenant, c'est de ça moi je parle. Allons un peu plus loin. Écoutez, même les parents, quand vous les prenez aujourd'hui, peu de parents s'adaptent à la réalité d'aujourd'hui. Moi, j'ai vu des gens qui sont incapables de lire un mail. Mais aujourd'hui, les enfants qui naissent dans cet environnement-là, qu'est-ce qui s'impose à eux? Aujourd'hui, le digital ou les questions de numérique s'imposent. Mais si on n'a pas la main, comme vous l'avez dit, on n'a pas la main dedans. Moi, je ne connais, écoutez, on dit, il n'y a aucune science infuse qui ne puisse être inculquée à l'homme pour qu'il ne puisse l'apprendre, que ce n'est de la méthodologie. De quoi vous rêvez, vous pouvez l'avoir. Écoutez, les autres, les autres ne sont pas nés avec un ordinateur. Moi, je dis juste une chose, la seule chose qui fait démarquer les gens, c'est quoi? C'est la manière à utiliser l'intelligence qu'on a donnée à chacun. Sinon, on a tous les mêmes degrés d'intelligence. Les autres les manipulent plus que d'autres. C'est pour ça qu'on est tenté de dire que d'aucuns sont plus intelligents que d'autres. Non, sinon, c'est un faux problème. Alors, qu'est-ce que moi je veux dire pour qu'on puisse évoluer dans le débat? En termes d'orientation, il faudrait simplement retenir que la responsabilité incombe à 3 niveaux. L'individu lui-même, c'est-à-dire le bachelier qui veut faire son choix de filière, et à lui de ne pas faire le choix de filière au son, administration des impôts, douane, parce qu'il y a l'argent dedans, je vais choisir. Non, mais pas patient. Aux parents, parce qu'ils sont le premier cercle et le premier environnement d'éducation. 3e niveau, le niveau étatique. Maintenant, lorsqu'on va évoluer dans les débats, moi je dirais à chaque niveau et à chaque acteur ce qui incombe et ce qui est important pour lui en termes d'obligation. Merci de me tendre la pêche sur l'État. C'est justement sur ça que Boumer va réagir, parce que vous avez dit tout à l'heure au premier plateau qu'il y a des filières qui disparaissent. Pourtant, des bacheliers s'y engagent pour devenir quoi demain? Comment évaluer la disparition de cette filière? Comment apprécier l'arrivée de nouvelles filières? Et comment alors trouver le juste milieu pour être certain d'embraser ou d'embrasser une option qui vous arrangera demain? Voilà la question. Merci beaucoup. Je pense que, comme on le disait là, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts ces dernières années. Actuellement, dans certains départements, il y a une campagne de sensibilisation, d'orientation à l'endroit des nouveaux brevetés. Donc, où les parents d'élèves, il revient d'aller dans ces centres-là qui sont choisis par les autorités pour être informés. Il y a plein de gens qui ne savent pas, par exemple, que Koulibaly, là, ce n'est pas dédié aux riches. Que le lycée Koulibaly n'est pas dédié aux riches. Les gens ont toujours l'impression que ça coûte beaucoup d'argent. Et qu'un parent ordinaire ne peut pas envoyer son enfant au lycée alors que la contribution, elle est très moins chère que ce qu'on dépense par exemple dans les établissements privés. Quand vous avez votre enfant qui a un bac, qui a le BPC, qui doit aller par exemple faire l'enseignement commercial, la contribution c'est 53 000. Alors que quand vous allez dans un établissement privé, vous payez au moins 160 000 francs. Quand vous êtes dans l'enseignement industriel, vous payez 120 000 francs comme contribution. Quand vous allez dans d'autres établissements privés, vous payez au moins 200 000, voire 400 000 francs pour le secondaire. Donc, il y a ce manque d'information des parents qui fait que beaucoup ont envie de mettre leurs enfants dans l'enseignement technique, mais ils ne vont pas chercher l'information qu'il faut. Et il va aussi revenir aux établissements là, de mettre en place des systèmes d'information. Moi, je l'ai dit tout récemment à un acteur, mais il se passe qu'actuellement, l'État est en train de faire tellement de réformes que il lui est un peu difficile de faire cette campagne-là. Vous voyez, on est en train de parler de la réflexion des lycées, de la création de nouveaux lycées, de la création de nouvelles filières même actuellement. Il y a un travail important qui est en cours pour relier encore certaines filières, certains curricula de formation, pour voir qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut ajouter. On est aussi en train de faire beaucoup d'infusions. Hier, par exemple, on n'enseignait pas l'environnement dans les établissements, mais aujourd'hui, il est infusé l'environnement dans les curricula de formation. On est en train d'infuser également l'entrepreneuriat dans les filières de formation. Donc, l'État est en train de faire des efforts. Seulement que les parents n'ont pas cette information-là et l'État aussi ne le fait pas suffisamment. Et on reste sur les filières classiques.
On finit, on va dans les séries comme la B, la G, la D, la C, alors qu'aujourd'hui les choses ont évolué. Ce n'est pas pour dire que tout le monde doit aller vers l'enseignement technique. C'est pas ça. Parce que quand on fait l'enseignement scientifique, il y a aussi des débouchés à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je comprends et je suis d'accord par rapport aux interventions des deux précédents et qui précisent que l'enfant vient pour réaliser un rêve. Et le rêve même, c'est pas le rêve de l'enfant, c'est un rêve social qu'il réalise. L'enfant ne naît pas même pour se réaliser. Hein. Si on va dans la profondeur, on naît pour être un acteur de la société. On réalise un vœu de la société à travers sa personnalité. C'est pourquoi même quand tout à l'heure on va parler de l'entrepreneuriat, on n'entreprend pas pour dire je veux faire telle chose, je sais ça, il doit faire. Je veux faire telle chose parce qu'il y a un besoin social auquel je veux répondre et je pense que je suis la personne la plus indiquée pour apporter une solution à ce problème-là. Et toutes les fois où nous allons, face à chaque situation d'emploi, nous poser ces questions-là et nous allons trouver des réponses, je pense qu'on va régler le problème et plus personne ne va étudier pour rester à la maison. Quand vous étudiez, vous pensez que l'État ne vous l'offre pas, vous mettez en place le dispositif qu'il faut, vous l'offrez et vous apportez la solution qu'il faut pour régler le problème social. Vous avez dit qu'on n'est pas tous obligés de faire la formation technique, mais c'est la formation professionnelle qui est en vogue parce qu'on veut pouvoir être sûr de faire cette adéquation formation-emploi. Absolument. Et la formation académique, bon, je ne veux pas oser dire que je ne veux même pas m'aventurer sur ce serait, mais ça laisse quand même des bribes à perfectionner quand même pour aller dans ce professionnalisme-là. Je suis d'accord. Sinon, nous allons conduire notre société vers une descente aux enfers. Et cette descente aux enfers-là, c'est d'envoyer tout le monde à l'enseignement technique et de laisser les métiers généraux. Le médecin n'est pas de l'enseignement technique. Vous comprenez? Les chercheurs ne sont pas de l'enseignement technique. Nous avons besoin de construire ceux-là qui réfléchissent, et qui innovent, qui apportent et qui sont même au service de l'enseignement technique. Nous avons besoin d'acteurs au service de l'enseignement technique et donc il faut que l'État continue à faire ce travail-là. Mais ça prend trop de temps. C'est vrai que ceux qui sont là, ils prennent suffisamment de temps pour faire et dès qu'ils font, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à dire par rapport à ça. Je pense que c'est ce qui se fait actuellement. Il y a l'agent de développement de l'enseignement technique actuellement qui est en cours, qui est en train de faire des travaux. Et moi, je rêve que ça prenne rapidement corps et que les parents qui s'impatientent d'envoyer les enfants dans les lycées, qui seront nouvellement créés, que ça prenne quoi. Et que les enfants aussi ne fassent pas les choix parce que c'est ma copine qui a fait, parce que c'est tonton qui a dit de faire, parce que pas suivissement. Et papa disait tout à l'heure qu'il faut déjà que l'enfant, dès qu'il est dans le bas âge, qu'on le découvre. Et ça se passe entre 0 et 6 ans. Et c'est vrai. Moi, je me souviens, avant de me marier, j'étais allé sur une formation et on m'a dit, dès que vous mettez votre femme enceinte, c'est à partir de ce moment que l'éducation commence pour votre enfant. Parce que dès que ça j'aime là, l'enfant entend tout ce que vous dites. Donc, dès que l'enfant vient également, tout ce qu'il fait, ça doit faire l'objet de la moindre attention de la part des parents. Mais on laisse tout. Des fois, même les parents ne sont pas là quand l'enfant entre 0 et 6 ans. On ne l'a pas découvert, il grandit et c'est maintenant qu'on veut lui dire, ben, tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose. Et l'enfant aussi finit par imposer quelque chose parce qu'il a vu quelqu'un faire. C'est comme mon garçon à la maison qui me dit un jour là, qui veut devenir Sam le sapeur-pompier. Parce que c'est ce qu'il regarde tout le temps à la télé. Vous voyez, donc, il ne faut pas aussi qu'on s'asseye sur ces vues de l'enfant pour dire, bon, comme c'est ça, il a dit de faire, je vais le laisser faire. C'est important qu'il ait beaucoup de choses qu'il ait vues et après, on l'aide à faire un choix et on le met dans la filière qu'il faut. Il va se réaliser à travers ça et ça va être le bonheur de la société. D'accord. Alors, embrassant l'entrepreneuriat, puisqu'on parle d'études aussi, on peut faire carrière dans l'entrepreneuriat. On n'est pas tous obligés quand même d'étudier pour travailler pour quelqu'un. Vous êtes spécialiste de la chose. Dites-nous tout, madame. Vraiment, on n'est pas tous étudiés. On n'étudie pas tout. On ne finit pas ces études pour se faire employer nécessairement. Mais on étudie pour acquérir des connaissances, des compétences pour pouvoir offrir un service aussi à la population. Donc, chaque personne doit identifier l'orientation aussi continue. C'est comme aujourd'hui, je suis coach en développement personnel et je suis motivatrice. Au départ, j'ai fait la gestion des ressources humaines parce que avant toute chose, je savais que j'allais travailler avec des êtres humains et je suis allée faire ça. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir fait cette formation parce que ça m'aide beaucoup. Donc, il faudrait avoir une certaine base, quel que soit ce qu'on aspire faire. Donc, quand on finit, même avant de finir, il faut déjà commencer par voir
dans quel schéma on va se mettre. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont fini, par exemple, des formations, c'est pas un master en entrepreneuriat, et qui me contactent, par exemple, et qui me disent, madame, j'ai un master en entrepreneuriat. C'est une filière qui s'apprend? Oui, il y a ça aussi le campus. Je leur demande souvent, mais quel est le produit ou sur quel produit tu veux travailler? Ils disent non, ils veulent maintenant encore un stage. En quoi ils ne savent pas. Donc, du coup, avant d'avoir l'entrepreneuriat. oui, avant tu étudies l'entrepreneuriat, tu as un master, mais tu n'as pas un produit. En fait, c'est la réalité dont on parle des fois. Ça, normalement, quand tu vas, par exemple, des formations comme gestion de projet, tu n'as jamais initié toi-même un projet. Même déjà faire un projet de sensibiliser des étudiants, je sais pas, sur, bon, je sais pas, un aspect de la santé, c'est un projet déjà. Et on se lève avec un budget, un budget à sa capacité et lancer. Ça permet de tester l'étude qu'on dit qu'on veut faire. Et à la fin, on ajuste et on sait les questions. Donc les gens aujourd'hui vont beaucoup étudier aussi l'entrepreneuriat sans entreprendre, sans savoir, ok, c'est sur quel produit, quelle est l'offre. Quel est ce que j'ai remarqué? Comme le disait celui qui mon ami d'à côté, il disait les gens pensent souvent que oui, même si je dois entreprendre, il faut que l'État aussi dispose des moyens pour moi, ou bien quelqu'un me donne une certaine somme pour que quand je pense à tel projet, je le fais. J'étais à Abidjan et il y avait des jeunes étudiants qui ont dit oui, ils veulent sortir un truc sur l'éolienne. J'ai dit waouh, ça c'est quel projet? Et le budget c'était 1 milliard. Voilà, j'étais membre de jury dedans. J'ai dit mais écoutez, descendez. C'est pas parce qu'on a dit aussi d'entreprendre qu'il faut quand même aller faire des choses bizarres. Bon, c'est pas si bizarre que ça. Hein, non, c'est l'idée. C'est un peu trop rêvé, trop des choses qui dépassent l'entendement humain des fois, quoi, qui ne sont pas au budget poche. Donc, il faudrait commencer déjà par évaluer qu'est-ce que je peux faire moi-même par rapport à les outils que j'ai. Et quand je vais étudier, commencer même pas à travailler en réseau même, avec ceux-là même qui sont en classe. Il y a beaucoup de personnes qui négligent ces choses-là. Le réseautage, ceux avec lesquels je vais en formation, même après mon bac ou bien j'ai été, même avant mon bac, chacun de ces éléments peuvent être utiles pour mon insertion. Parce que il y a quelqu'un aujourd'hui qui travaille au ministre, il a été proposé au ministre parce que son camarade de classe l'a proposé. Donc aujourd'hui, tout va dans l'environnement dans lequel nous grandissons et nous devons tenir compte de ça. Quand on va en formation, bon, après le bac, ok, celui qui est à côté de moi, il travaille dans telle matière et il faudrait lui demander quelle est ta vision aussi. Moi-même, c'est ma vision. Et savoir déjà la vision de chacun de ces groupes-là et savoir comment nous constituer déjà en groupe pour que la formation que nous sommes en train de recevoir nous soit utile quand nous allons sortir de ça. Ça permet déjà d'expérimenter ce qu'on a fait et de voir, ok, ton oncle, je sais pas, quelque part à une entreprise, c'est-à-dire rechercher les informations parce que c'est ce que nous ne faisons pas vraiment quand on va à l'école. On ne sait pas, peut-être celui qui est à côté de toi, c'est son père qui est, je ne sais pas, là-bas, peut-être c'est son oncle qui est là-bas, on ne s'informe même pas et on va tout droit, chacun s'assoit à côté du milliardaire prochain, mais on ne sait même rien, on ne sait ce qu'il aime pour pouvoir tirer profit. Donc, c'est des petites choses qu'il faudrait commencer par faire pour faire le réseautage, quitter l'école avec la clé en main que oui, je sais là où je vais. J'ai déjà un projet initier des projets, réfléchir même avec le groupe de personnes avec lesquelles nous sommes et penser comment mettre en coopérative. J'ai vu des lycéens qui ont fait un truc, la dernière fois, ça m'a intéressé. Ils sont en HR et ils ont cotisé 2000 pour dire voilà, nous voulons faire du shawarma. Et ils ont commencé par faire et chacun a mis son moyen. Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'est les notions de l'entrepreneuriat parce que quand ils ont fait les shawarma, ils ont mis trop de doses dans les pains là, ils n'ont pas eu de récompense. Et c'est là, elle dit, mais écoutez, le frigo dans lequel vous mettez chez moi là, il faut que vous pensez que c'est le courant, mais c'est pas gratuit. Donc, mais l'effort qu'ils avaient fait m'a beaucoup mais j'ai dit, voilà, ça c'est des jeunes qui ont déjà commencé par mettre de côté leur argent de déjeuner et quand le parent voit ça, si ça marche, le parent va financer parce que ce que tu dis que tu veux faire, tu es en train de faire sans crier, sans demander un truc extra. Donc, ça amène les parents à voir que voilà, cet enfant a de l'avenir. Donc, nous pouvons réussir et utilisons les éléments de la formation. D'accord. Pour parfaire. Oui, Charles, vous aurez la parole, mais je vais te donner je veux bien écouter monsieur Lali sur la question. Entreprendre, c'est laisser libre cours à son mind, à son initiative, à son idée et tout ce que vous savez là. Mais vous savez, en tant que parent, on ne comprend toujours pas ce domaine-là. Hein. Comme l'a dit Charles tout à l'heure, c'est un retour sur investissement. Toi, tu veux aller te mettre dans quelque chose. Moi, il y a dépensé des millions
pour 17 ans d'années de formation et puis toi tu me retrouves avec un entrepreneur. On ne comprend pas. Donc il y a déjà cela qu'il faut déconstruire et faire comprendre aux parents que c'est aussi peut-être une filière à embrasser, laisser l'enfant agir si tant est que c'est sa vocation. Oui, laisser l'enfant agir si tant est que c'est sa vocation. C'est normalement ça. Nous ne devons pas nous imposer aux enfants. Nous devons les éclairer. Nous devons les éclairer et leur laisser le libre choix. Et leur dire, tu vas assumer. C'est ça après tout. Parce que le parent, qu'il le veuille ou non, en tout cas, c'est qu'il va partir et laisser l'enfant. Normalement, hein, c'est le souhait. Oui, c'est le souhait. C'est le souhait, c'est l'enfant qui enterre les parents. Est-ce que vous voyez? Donc, l'enfant choisit. L'enfant choisit, s'il ne sait pas qu'il choisit d'abord par lui-même et pour lui-même, il passe à côté. Parce que tout nous revient. Il passe à côté. S'il pense travailler pour autrui pendant longtemps là, et ne pas en faire un passage pour être soi-même et pour être patron, mais il va passer à côté. Parce que celui pour qui il veut travailler là, celui-là va d'abord penser à résoudre ses propres problèmes de gens qui chôment chez lui. Hein? Un neveu qui lui est cher, il va le rapprocher de soi. Est-ce que vous voyez? Donc il faut chercher à se réaliser. Viser l'entrepreneuriat, c'est chercher à se réaliser. Et c'est très thérapeutique. Hein? Lorsque vous mettez en branle la créativité devance la création. La création démontre qu'on a la capacité de créer, de se recréer. Absolument. Ceux qui entreprennent sont plus épanouis que ceux qui sont sous tutelle. D'accord. Oui. Donc c'est ça. Rêvez votre vie, travaillez dur, réalisez-la. Vous ne seriez jamais plus le même. C'est très important. Absolument. À garder. C'est ça. D'accord. Donc, c'est un choix. Ou je vais être maître, ou je vais être esclave. L'interdépendance est là. Hein. Ce schéma, fait peur quand même. Non, c'est vrai. Il y a l'entrepreneuriat là, il y a l'interpreneuriat là. Ça dit ce que l'autre a entrepris là. Vous avez une part dedans. Est-ce que vous voyez? À cause de votre compétence. Et ça, c'est depuis la maison. C'est depuis la maison. D'accord. Quand maman prépare, est-ce qu'elle, à la cuisine, est-ce qu'elle y intéresse les enfants? Est-ce que chacun apporte ça? Tout ça, c'est... Déjà, j'ai eu à dire, et je le dis sur mes plateaux, un enfant a la chance de découvrir tout au moins un métier depuis son enfance. Si les deux parents exercent le même métier. Si c'est deux métiers différents, pas un parent, son métier à part, il a la chance de découvrir au moins deux métiers. Mais il y a des parents qui disent non, attache-toi aux choses là de l'école. Non, c'est pas bon. L'enfant ne va pas bien vous comprendre. Qu'il commence par réaliser son avenir depuis la maison. D'accord. C'est ça. L'enfant qui prend chose là et prend l'enfant qui veut mettre la main dans l'eau avec vous faire de la lessive. S'il vous gêne trop, trouvez-lui un petit bol. Hein? Mettez-lui son slip dedans et il a lavé le même. Oui, l'enfant est content de servir, il se sert utile. C'est ça c'est depuis la base. Oui, d'accord. Oui, Charles, vous avez maintenant la parole. Écoutez, Angel, moi, quand on aborde l'entrepreneuriat, je reste un peu perplexe et controversé dans mes propos parce que je ne caresse pas, au fait. L'entrepreneuriat ne s'apprend pas. Mais on peut vous donner les armes. C'est un abus de langage. Bon, on peut vous donner les armes. Entreprendre, c'est un choix individuel. Et c'est une vocation. On est d'accord? Ça ne se démarque pas du succès de la vie. L'entrepreneuriat ne doit pas être une porte de sortie pour quelqu'un. Sinon, tu ne réussiras pas. Ah, d'accord. Oui, l'entrepreneuriat, c'est un choix
de cœur. C'est ça. C'est de la vocation. C'est pas affaire d'argent. C'est de la passion. D'accord, oui. Monsieur Agoba, je vous donne la parole et puis on fait un dernier tour de table et puis on a fini. Hein. De toute façon, on n'a plus le temps. Déjà? Oui, déjà. C'est ce que je disais. Le temps second, il passe super vite encore plus. Oui. Il va nous payer. Merci beaucoup. Et je pense que il ne faut pas qu'on oublie le thème. Nous parlons des étudiants. Oui. Il faut que nous recentrions le débat et que ça les intéresse vraiment. clair. Le temps n'est plus suffisant. Et je pense qu'après son bac, on n'est pas obligé d'aller à l'université. Oui. Première chose. On peut décider d'entreprendre et quand on entreprend, on va à l'école de ce qu'on veut entreprendre. On forme en entrepreneuriat, ça je le reprécise. On va à l'école de ce qu'on veut entreprendre et quand on parle de l'entrepreneuriat, le savoir-faire et le savoir-être. C'est le savoir-être entrepreneurial qui est inné, mais il faut cultiver ça. D'accord. Il faut cultiver ça. Maintenant, le savoir-faire, il faut aller dans son école et choisir la meilleure école pour dire, bon, je veux régler tel mal social et il faut avoir telle qualification, je vais chercher la qualification et après, je vais me mettre à mon propre compte. Moi, ça me passionne beaucoup l'entrepreneuriat. J'avais écrit un livre sur l'entrepreneuriat et nous enseignons l'entrepreneuriat à Koulibaly et ils sont nombreux ceux-là aujourd'hui qui sont passionnés dans cette filière-là. Seulement qu'il y a beaucoup de marchands d'illusions qui ne disent pas tout ce qu'il y a comme contour dans l'entrepreneuriat. Okay. Ça fait que beaucoup de jeunes vont vers l'entrepreneuriat, ils finissent, ils échouent et c'est encore pire qu'aller choisir une filière comme ça à l'université, attendre un emploi public et de ne pas l'obtenir. Parce que c'est comme s'il y a certaines filières quand vous les faites, vous ne pouvez pas travailler pour l'État. Oui, il y a de ces filières-là, quand vous les faites, vous ne pouvez pas travailler pour l'État. Donc, je voudrais vraiment encourager les jeunes à aller chercher l'information. Je veux un plateau carrément entrepreneuriat pour que nous puissions vraiment disséquer tout ce qu'il y a comme contenu l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, que les gens ne prennent pas l'entrepreneuriat comme une solution normalement au chômage. L'entrepreneuriat, normalement, n'est pas une solution au chômage. C'est le politique qui prend l'entrepreneuriat comme une solution au chômage. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment réussir sa vie, il trouve que l'entrepreneuriat est le moyen par lequel il se réalise. Il met en œuvre sa passion, quitte à maintenant aller dans la profondeur pour dire comment on entreprend, comment on découvre l'idée de création d'entreprise, comment on réalise son plan d'affaires, comment on choisit le statut juridique de son entreprise, comment on fait les formalités, comment on démarre son entreprise, etc. Ça, c'est d'autres contours. Mais pour ceux qui sont étudiants actuellement, ceux dont ils ont besoin, c'est de leur dire oui, on peut s'arrêter là. Lorsque je réalise que je n'ai pas besoin d'aller à l'université et que ce que je veux faire, c'est dans les formations qualifiantes, je vais dans un centre de formation où je prends une qualification et je n'ai pas besoin de diplôme nécessairement pour faire. Je le fais, je me mets à mon propre compte et je vais me faire entourer par les spécialistes, les experts, ceux qui ont les compétences qu'il faut pour que je puisse réussir ce que je fais. Je voudrais vraiment inviter les parents à ne pas miser à ce niveau-là. On ne veut souvent pas dépenser dans ce domaine. On dit, va choisir ton université. Même le choix de l'université, c'est important. On ne choisit pas l'université dans un calendrier, dans un document pour dire, bon, je vais faire tel établissement parce qu'on pense que quand on va là, on a un bon diplôme. Et c'est là que je vais aussi inviter les universités à changer un peu de pratique. Je me souviens quand moi je faisais mon master, je me réjouis que madame et moi, plus ou moins, nous avons les mêmes profils. Quand moi je faisais mon master en gestion des ressources humaines, quand j'ai fini, j'ai écrit un projet. Et dedans, j'ai dit, quand je finis mon master, je suis à même de mettre en place tel projet. Qu'on finisse les diplômes avec des projets. Et qu'on permette par exemple aux étudiants, une fois sortis, de pouvoir les mettre en application. Pas pour faire tout le monde des entrepreneurs, parce que si nous voulons faire une société d'entrepreneurs, nous allons faire des gens qui ne sont vraiment pas préparés à faire ce qu'ils veulent. S'il y a des gens qui veulent entreprendre dedans, ils vont partir. S'il y en a qui ne veulent pas entreprendre, au moins ils ont appris sur l'entrepreneuriat. C'est pourquoi il faut déjà initier les apprenants à l'entrepreneuriat. Pas pour que tout le monde devienne entrepreneur, mais pour que tout le monde soit informé sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, quitte à permettre à ceux qui ont envie d'entreprendre demain, de prendre la décision d'entreprendre pour que notre société puisse connaître des changements. Merci pour cette contribution. Oui, monsieur Lali, vous avez la parole. Oui. Et je rappelle que c'est la fin. Donc, c'était ma conclusion. Bon, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puisqu'on a parlé de l'orientation et de l'entrepreneuriat, je vais tout brasser. D'accord. Est-ce que vous voyez? Les enseignants doivent se faire former à l'orientation. C'est eux qui observent l'enfant du matin au soir, les groupes auxquels il s'attache. Le profil de ces groupes-là, il faut les connaître. C'est là, dans la naïveté, se trouve déjà, dans sa naïveté, quand il agit dans la naïveté, l'enfant vous dit, voyez ce que je veux. Percevez là où j'ai plus de passion. Mais nous ne regardons pas ça. C'est les défauts de l'enfant qui nous aveuglent. Donc,
les choses-là ils ne doivent pas voir que les notes. Ils vont passer, on risque de passer à côté. Et ça se passe ainsi. Qu'est-ce qui passionne l'enfant? Qu'est-ce qui de positif le passionne? Il y a les intelligences multiples de Howard Gardner. Il faut savoir, est-ce que c'est l'intelligence verbale que l'enfant manifeste? Est-ce que c'est logico-mathématique? Est-ce que c'est kinesthésique? Etc. Donc, je vais paraphraser ici Jean-Jacques Rousseau. Après donc, à connaître vos enfants, parents, soyez un tant soit peu psychologue. Enseignants, soyez psychologue. Apprenez à connaître vos élèves, car assurément, vous ne les connaissez point. Et j'en viens. Les parents ont l'obligation de s'enrichir. C'est-à-dire? Oui, il faut avoir le moyen d'aider les enfants à se réaliser, à réaliser leurs rêves. Il ne faut pas dire, enfant, je n'ai pas ce moyen-là, tu ne peux pas faire ça. Non, c'est un choc pour l'enfant. Nous l'avons dit. Et je rappelle que Dieu lui-même nous a envoyés pour notre éducation et pour notre formation professionnelle, notre spécialisation même. Quelqu'un qui vise à être docteur, il peut avoir une entreprise à côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, c'est donner plus de chance à sa descendance de s'enrichir. C'est très important. Florent Eustache, oui, a fait un audio sur les réseaux sociaux. Et ça fait tabac. Il a dit que lui, il est journaliste à la radio. Et il a entrepris de faire le doctorat. Qu'il l'a fait. Oui, il a fait. Qu'il vit plus du journalisme. C'est ça. Et il conseille aux bacheliers, allez faire quelque chose qui pourrait vous aider à vous prendre en charge. Et ça fait tabac. Il y a des gens au Diaco là qui sont parce qu'ils se sont mal orientés ou ils ont été mal orientés. Il y a des ménages qui cassent parce que ça ne marche pas dedans. On n'a pas de quoi se nourrir, assouvir ses besoins. Donc c'est très fondamental. D'accord. Merci infiniment, c'est là où je vais. Donc ils n'ont qu'à venir à l'école des psychologues pour savoir comment prendre les enfants, comment lire les enfants, lire à travers les enfants. Ça c'est pour les enseignants. Non, pour tout le monde. Pour les parents. Enseignants, parents. Les parents, oui. D'accord. Oui. C'est important aussi. Hein. Oui. C'est important. Merci beaucoup, monsieur. Adimiton. Oui, ah oui, vous aurez la parole. Oui, quand on a le bac et puis on doit continuer, il faut identifier ce qu'on aime. Et il faut se projeter dans l'avenir. Il faut savoir que le monde, ce n'est pas statique. Le monde évolue tout le temps. Donc, être prêt à actualiser ses compétences tout le temps. Là, on pourra tenir et réussir aussi. Et quand on prend ceux-là qui ont la motivation d'aller entreprendre, je dirais, ça aide à écrire le CV. Parce qu'après, on va te demander une expérience professionnelle. Et si tu as eu déjà à entreprendre, tu as souffert de certaines choses. J'ai fait un exercice simple avec les enfants en entrepreneuriat la dernière fois. On a produit du bonbon et du toffee, voilà. Et pour la coupe, je leur ai dit, chacun attrape. Mais quand ils avaient attrapé, c'était tout chaud dans leurs mains. Je leur ai dit, voilà, c'est facile à manger souvent, mais pour faire ça, ce n'est pas souvent, c'est difficile. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas vraiment une porte aussi facile où, bon, quand tu entreprends, tu es aux anges, tu es PDG, ce n'est pas ça. L'entreprendre, ça te permet d'expérimenter ce que le DG expérimente et n'arrive pas à payer le salaire et les autres grèves. Parce que là, ça amène à endurer les difficultés et à affronter la vie. Parce que entreprendre, c'est être capable, être prêt à se prendre en charge, à affronter la vie. C'est vrai. Celui qui entreprend a comme patron déjà les impôts qui sont là, le loyer qui est là et les salaires qui est là. Et puis bon, c'est vrai, quand on commence, on n'a pas un salaire à payer, mais soi-même, on ne prend pas de salaire. On se sacrifie pour que l'entreprise puisse grandir et pour que l'entreprise puisse avoir une histoire et pour qu'on puisse dire oui, j'ai créé quelque chose pour ma progéniture, pour qu'après, ils ne souffrent pas. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat souffre parce que nos parents n'ont pas été entrepreneurs. Ils ne nous ont pas laissé cet héritage-là. Mais nous aujourd'hui, il faudrait que nous construisions cet héritage pour la génération à venir. Pour qu'eux, ils souffrent moins, pour que nous puissions leur passer la main pour dire, voilà, j'ai amené ça à tel niveau, toi, tu peux continuer. Donc, j'encourage les jeunes à endurer les difficultés. Qu'on soit dans les diplômes à fond ou qu'on entreprenne
il y a des difficultés qu'on ne peut pas fuir. Donc, il ne faut pas aimer la facilité. Et maintenant, la vie n'est pas facile. Celui qui, bon, les entrepreneurs aujourd'hui, bon, l'État recrute parce que l'État recrute, c'est là où je dis les diplômes rattrapent à la fin. Parce que après, pour former les entrepreneurs sur à l'international, on a toujours besoin d'un diplôme. Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce qui prouve ce que tu sais faire là? Et là, c'est pourquoi je n'encourage pas les gens à abandonner les études et à dire non, je n'en. Voilà, nous pensons avoir dit l'essentiel sur les études. Le petit mot. Oh, monsieur Alali. Non, mais attendez! Mon ami là disait que on entreprend depuis l'enfance, quelque chose comme ça. Non, on a l'esprit entrepreneurial. Voilà. Et c'est aux parents de donner ça aux enfants. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je veux juste dire aux bacheliers qui veulent faire leur choix, 2 questions à se poser. Premièrement, qu'est-ce que je suis? C'est se connaître qui est la chose. Celui qui se connaît, c'est là où il va. Deuxième question. Je me projette où dans 3 et 5 ans? Est-ce un diplômé chômeur comme mes pères ou quelqu'un qui se démarque du lot? Voilà des questions qu'il faut se poser. Troisième question, qu'est-ce que la société veut de moi? Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous espérons vous avoir donné les armes qu'il faut pour ce choix de vie, parce qu'il s'agit d'un choix de vie. Chers bacheliers, réfléchissez, évaluez toutes les options évoquées ce matin sur ce plateau et faites le bon choix. Chers parents, devenez des psychologues, accompagnez vos enfants et comme l'aurait dit M. Lali, vous avez le devoir de vous enrichir. Merci de nous avoir suivis et à demain si Dieu le veut. Il y a des